T'as été menacé, t'as eu des menaces de mort même. Oh, j'ai eu pire récemment. J'ai vu un truc horrible, hein. Mais c'est la base d'Internet un peu quoi. Malheureusement, hein. Il faut l'accepter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Est-ce qu'on va porter plainte? Je vais mettre 10 plaintes à 10 personnes par jour. Il y a des gens qui vont te menacer de mort parce que t'as pas aimé Spider-Man 12. Ouais, par exemple. Mais ça, c'est le côté sympa. Si menace de mort pour le côté cinéma, ça va. Politique, c'est un peu plus sérieux, entre guillemets. Peut-être un jour, il y aura un fou, j'en sais rien. Mais je refuse de vivre dans la peur de une. Et les gens qui menacent de mort pour le côté politique, c'est des gens que j'aime pas de base, donc je refuse encore plus d'être dans leur jeu. Mais surtout, je veux dire, il y a un moment, c'est un peu les dérives que font les réseaux sur les gens. Ça extrapole des comportements qui n'existent pas dans la vraie vie dans 99,9% des cas, quoi. Lui, c'est Reggie le Gorilla. Reggie le Gorilla. C'est le créateur de contenu du moment qui parle de cinéma et parfois de jeux vidéo ou de politique. Je suis un influenceur, moi je me considère pas comme critique. Je suis un influenceur, je sais ce que je suis, je reste un panneau publicitaire. Son franc-parler lui a causé quelques soucis, beaucoup de gens le détestent. Les gens, ils essaient de faire sauter mes partenariats tout le temps, quoi. Alors, Reggie le Gorilla est-il vraiment détestable? C'est ce que j'ai voulu savoir en prenant le temps de discuter avec lui pour tenter de mieux le connaître. On va parler de toi, on va parler de ton métier, hein, créateur de contenu, puis on va parler de cinéma quand même. Carrément. Puisque c'est le truc dont tu parles, ça t'intéresse, ça m'intéresse, j'espère que ça intéresse les gens qui vont regarder cette vidéo. Top. Je vais être franc avec toi, je vais te dire un peu comment ça s'est passé l'avant-interview. Ok. En fait, j'ai un mec qui bosse chez Brut qui s'appelle Étienne, il m'a dit « Et si tu faisais Reggie le Gorilla ?» Et en fait, pour être franc avec toi, je te connaissais très peu. J'ai dit, mais qui ça? Ah ouais, le gars qui parle de cinéma sur YouTube et qui dit du mal des films. C'est ma première réaction que j'ai eue. Compréhensible. J'ai détesté Black Phone 2. La femme de ménage, pour moi, c'est nul. C'est ce qu'on fait de pire en termes de thriller. Kaamelott, deuxième volet partie 1. Déjà, avec un titre comme ça, tu savais que ça allait être à chier. Mais ça va pas du tout, quoi. C'est un téléfilm M6. Mac Walter, désolé, hein, Mr. V, hein, tu es dans la liste. Mais grosso modo, c'est tout ce qu'on n'aime pas dans les comédies françaises. Donc, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est typiquement le genre de film à la française, en mode américain, avec tous les clichés les plus ridicules, stupides, imaginables du cinéma américain, mais fait sauce française et ça marche pas du tout. Voilà. Après, donc, j'ai creusé un peu, j'ai pris quelques notes. Là, Donc, 29 ans. Ouais. Né en 97, Riyad, d'une mère roumaine, d'un père tunisien. Yes. Des parents qui sont pas du tout dans le cinéma. Non. Toi non plus d'ailleurs, et t'as pas envie de l'être, je crois. Non, on verra ce que donne la vie, hein, mais pour l'instant, non. Si je dois résumer tes goûts en matière de cinéma, alors c'est vaste, tu as grandi avec Jurassic Park, avec des blockbusters, etc. Et puis petit à petit, tu t'es mis à des films un peu moins connus. On peut citer par exemple History of Violence, de Cronenberg, que tu aimes bien. Ouais, premier moment un peu où je me suis dit, peut-être le cinéma c'est plus que George Lucas, Spielberg, ce genre de choses, ou Peter Jackson. Ouais, je crois que c'est Star Wars le déclic. Ouais, c'est là-bas, moi je suis une génération prélogie, Star Wars. Je suis 97, ça sort en 99, 2002, 2005, donc plein dedans, ouais, carrément. Et après, il y a des trucs un peu plus indépendants, Cold War, que je crois que tu as élu film de la décennie 2010. Ouais, je dis que c'est un peu mon film préféré, parce qu'il faut en avoir un, parce que sinon les gens t'embêtent éternellement par rapport à ça, quoi, donc j'en ai choisi un. Ouais. Je continue avec les petites notes que j'ai prises. Alors tout ça, évidemment, c'est en fait, ce qui est assez fascinant, pour tout te dire, c'est que en fait, moi, je ne te connaissais pas, mais tout est visible sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, tu as commencé sur Internet, je crois, tu avais 12-13 ans, tu as commencé par les jeux vidéo sur YouTube, et après, tu es passé au cinéma. C'est ça. On peut voir une vidéo qui date d'il y a 13 ans, où tu parles de Prometheus. Oh, aujourd'hui, ce n'est pas une critique. Aujourd'hui, on va débattre. Aujourd'hui, on va débattre sur Prometheus. Je crois que j'ai 15 ans sur celle-ci. C'est ça. Prometheus, c'est 2012, un truc comme ça, je vais voir 15 13 ans, donc 15 ans. Alors, c'est assez rigolo de voir commenter. On reconnaît ta voix un petit peu, un peu ton style, mais tu as vachement progressé. Ouais, j'espère. J'espère. Je faisais ça pour rigoler. Et vous pouvez scroll sur YouTube et voir ma puberté, tout simplement, et l'évolution de ma vie. J'espère. C'est toujours dur quand on fait ça, parce que moi j'ai toujours fait ça à côté. Mais je pense que j'ai encore plus progressé depuis que je suis à temps plein dessus, quoi, parce qu'on a le temps de se concentrer, quoi, tout simplement. Et je crois que tu vis de YouTube depuis 2019. Je pourrais en vivre depuis 2019, mais j'ai préféré finir mes études, avoir un peu d'expérience professionnelle. Et là, depuis 2 ans et demi, je vis vraiment à temps plein dessus. Mais je pourrais en vivre depuis quelques années déjà, carrément. Les études, je crois que tu étais en licence d'informatique et puis tu as bifurqué vers l'éco-gestion. Tu as eu un master. C'est ça. Informatique, j'ai pas du tout aimé. Mais quand on sait pas ce qu'on veut faire dans la vie, on te dit il y aura du taf. Maintenant, je sais plus si c'est du taf dans l'informatique aujourd'hui. Mais donc peut-être un bon choix. J'ai fait éco-gestion, ça m'intéressait plus l'économie, la politique, l'histoire. Et un master en affaires européennes à l'université de Lille. Et j'ai travaillé un petit peu après pour l'expérience, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop le risque de manière générale. Je voulais me sécuriser un peu une place avant de tenter peut-être YouTube. Et je suis passé sur YouTube et les réseaux uniquement parce que je voulais changer de travail. Et je me suis dit, autant essayer les réseaux, quoi.
Et tu l'as dit, tu habites à Lille. Ouais. C'est-à-dire que tu étais à Paris et c'est toi qui es allé à Lille finalement. Ouais, je suis allé pour les études, pour changer un peu d'air, pour changer un peu de Paris, pour avoir un peu mon indépendance aussi quand j'avais 20 ans. Et je suis resté parce que j'aime beaucoup la ville. Et c'est à 1 heure de Paris, donc c'est bénef. Ça a quand même des conséquences. C'est-à-dire que pour les avant-premières, pour les trucs liés au cinéma, beaucoup de choses se passent à Paris. Hein. Tout Comment se passe à Paris. Bah, j'y vais pas. Non, mais où j'y vais parce que c'est un truc qui m'intéresse vraiment et j'ai envie d'y aller. Parce que voilà, j'ai envie de voir X film en avance, parce que j'ai vraiment hâte de le voir, ou parce que pour le travail, ça serait vraiment intéressant, surtout sur YouTube où il faut être l'un des premiers à sortir ta critique, sinon et c'est fini, quoi, entre guillemets. Les algorithmes ne pardonnent pas, quoi. Ouais, faut être l'un des premiers, ça c'est évident. Et quand tu as le temps de voir un film en avance, de te poser dessus plutôt que de rush la critique, là je vais voir Michael la semaine prochaine, séance du matin. Le biopic de Michael Jackson. C'est ça, il faut que ça sorte dans la journée, quoi. Sinon, il y aura d'autres personnes qui auront sorti la leur, il y aura 1000 autres avis sur TikTok ou les réseaux, c'est compétitif aussi de ce point de vue-là, quoi. Ce qui est dommage, mais c'est le jeu, quoi. Donc parfois, ça serait cool de voir un film en avance, mais c'est vrai que j'ai encore un pied à terre à Paris, j'ai encore mes parents qui habitent là, donc si je veux venir pour un film, je peux, mais du coup, je fais plus attention en termes de temps, quoi. Donc ça fait plus de 15 ans que tu fais ça, tu es sur YouTube et tu as un peu organisé ta vie en fonction de ça. Je crois que tu prenais des RTT pour aller voir les films le mercredi, tu ratais les cours en amphi pour voir des films. C'est quand même ta vie est impactée par ça, quoi. Ouais, bah après c'était aussi au début, quand je suis arrivé à Lille, je me suis dit, je crois que je suis arrivé à Lille, il y a une vidéo, j'avais 4000 abonnés sur YouTube. Donc 4400 4400, c'est ça, bien fait le travail, 4400 sur YouTube, je déménageais à Lille et je me suis dit, bah, où je continue à avoir une sorte de job alimentaire, où je tente cette expérience YouTube, je faisais 50-70 € par mois. Mais j'avais la bourse, la CAF et 70 €, ça change la vie, quoi. Et je me suis dit, je vais prendre YouTube et je vais me dire, ça va être un métier à temps partiel à côté. J'avais cette règle de 3 vidéos par semaine, quoi qu'il arrive, que j'ai gardé depuis, que j'ai augmenté à 4 et un peu 5 maintenant. Mais voilà, j'avais ça comme base solide et ça m'a motivé à bien faire le travail, ou en tout cas à essayer à bien faire le travail et avoir ça à côté, quoi. Donc oui, ça a impacté ma vie forcément. Je suis parti en Erasmus en Pologne avec mon fond vert. À l'époque, j'ai beaucoup déménagé, d'où l'idée du fond vert, pour avoir un décor uni. Donc ce genre de choses, ouais, carrément, ça impactait ma vie. Et puis forcément, bah ouais, quand tu bosses, t'as un gros film qui sort le mercredi, bah faut poser un RTT le mercredi pour sortir ta vidéo aussi, quoi. Surtout quand YouTube, ça gagne plus d'argent que ton travail à côté, ça aide aussi, quoi. Ouais, alors pour tout te dire, j'ai vu beaucoup de tes vidéos avant qu'on se parle, hein, pour préparer tout ça. Il y a une anecdote que tu racontes même dans une de tes vidéos où tu dis qu'en fait il y a un réveillon où, récemment, puisque c'était pour ça, Stranger Things, voilà, c'est celui-là, où tu dis, en fait tu es à réveillon, mais tu fais un peu la gueule parce que tu sais que tu dois aller voir la dernière saison de Stranger Things pour sortir dans la foulée la vidéo, etc. Et donc ça joue sur la vie sociale, quoi. Ouais, non, bah après oui, je pense que c'est comme, je suis pas entrepreneur, je pense, mais c'est comme la vie de beaucoup d'entrepreneurs où faut faire des choix sociaux, familiaux, relationnels et tout, il faut faire des choix, quoi. Et bah oui, réveillon, je suis rentré plus tôt, je me suis quand même amusé un petit peu avant, mais je suis rentré, j'ai fait regarder Stranger Things. Le problème, c'est que le début de la saison était vraiment pas bien. Du coup, c'était encore pire de se dire, je dois rentrer, je dois dire au revoir à tous mes potes, rentrer, regarder 2h30 de Stranger Things, sortir la vidéo dans la foulée en étant fatigué et tout. Et c'est l'un des enjeux aussi. Parfois, on fait des critiques la nuit. C'est pas on va en parler non plus, quoi. On va voir un peu ton quotidien. Juste un mot, alors tu l'as beaucoup dit, mais il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui te connaissent, et puis il y a des gens qui vont peut-être te découvrir via Brut. J'espère, en tout cas. Ouais, j'espère. Ton pseudo. Sinon, vous êtes fini. Hein, ça va aller, je pense. Ton pseudo, c'est Reggie le Gorilla. Ouais. Donc, pourquoi Reggie le Gorilla? Parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué. À la base, tu voulais un truc avec King Kong, parce que tu étais fan du film de Peter Jackson en 2005. Tu es en Roumanie avec un pote à toi, tu te rends compte que l'adresse mail Yahoo, c'est déjà pris, King Kong. Et ton pote roumain te dit, mais pourquoi tu t'appelles pas donc King Kong, le roi des singes, et donc en roumain, Reggie le Gorilla. Alors, je crois que ça se prononce. Ouais, carrément, plus ou moins, ouais. Je suis très mauvais en roumain. C'est qu'en roumain, il y a un accent sur le A qui n'existe pas en français. Ça fait un son A à la fin. Du coup, c'est Reggie le Gorilla. Donc, il y a un truc qu'on. Mais ouais, c'est exactement ça. Et j'ai pas changé depuis, alors que j'avais 8-9 ans quand ça arrivait, quoi, un truc comme ça. Ouais, la preuve que ça marche, les gens retiennent. Et maintenant ils apprennent. Une dernière chose dans les notes que j'ai prises qui m'a fait marrer, alors il y a plein de choses qui m'ont fait marrer, mais on va y venir, mais il y a une vidéo que tu as publiée il y a 6 ans, où tu dis en fait que de toute façon il y a un plafond, quoi, pour les créateurs de contenu sur YouTube. Tu dis
il y a des gens qui s'intéressent dans le cinéma, mais à un moment donné, tu dis le plafond c'est 200, 300 000, tu dis de toute façon tu n'auras jamais au-dessus de 200, 300 000 abonnés. Ouais. Et en fait aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, là tu as 337 000 abonnés, donc tu as déplacé ce plafond auquel tu pensais il y a 8 ans quand même. Ouais, mais il y a le monde des réseaux a beaucoup changé en 8 ans, c'est vrai. Et c'est un plafond qui est compliqué parce que je pense encore une fois que les gens, j'ai beaucoup d'abonnés certes, mais ils viennent beaucoup des réseaux courts, ça c'est une évidence. Ouais. Mais pendant des années, il y avait un plafond au nombre d'abonnés. Je sais pas, à une époque, je faisais 6 000 abonnés par mois peut-être. Quand j'atteins les 200 et quelques, ça faisait 1 000, 2 000 abonnés. Là, avec les formats courts, les gens ils apprennent que je fais aussi des vidéos sur YouTube, mais ça accroche moins aussi. Donc c'est un chiffre qui est un peu... il y a une sorte d'inflation du chiffre, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc il faut faire attention, je pense, aux chiffres de manière générale, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ont moins d'abonnés qui font plus de vues. Et inversement, quoi. Il y a des gens qui font beaucoup de vues avec beaucoup d'abonnés. Il faut juste voir d'où viennent les abonnés. Moi, j'ai une chaîne qui est très vieille. Du coup, il y a beaucoup d'abonnés qui sont plus actifs. C'est tout un truc, en fait, des réseaux, quoi. Mais oui, mais plafond de verre, je pense pas qu'il a été brisé. Je pense qu'encore il est encore très, Jusqu'où tu peux très aller? présent. Non, en fait, c'est pas un chiffre sur YouTube, c'est un peu différent parce que c'est pas un chiffre qui a de la valeur aujourd'hui, je trouve, pour énormément de chaînes YouTube, quoi. Il y a des chaînes YouTube qui ont 1 million d'abonnés, qui font plus de vues parce qu'elles ont 15 ans, ces chaînes, et ça fait super longtemps qu'elles font des trucs. Et moi, dans mon domaine, c'est hyper spécifique. Si je sors une critique ou un avis sur une œuvre qui vous intéresse pas, bah, vous cliquez pas, les gens cliquent pas dessus et puis basta, quoi. Donc, en fait, c'est une force à la fois parce que quand il y a quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, ça va ramener beaucoup plus de monde. Mais sur les sujets plus niches, ça va pas forcément augmenter le... Il y a des chaînes qui ont moins d'abonnés qui font le même nombre de vues que moi, par exemple. Donc c'est un chiffre un peu particulier, quoi. Surtout avec l'inflation des formats courts. Comme je te disais, le mois dernier, là, j'ai passé ma vie à regarder des vidéos de Rajay le gorilla. Ah mince. Et j'ai vu ta vie en fait, sur 15 ans résumée en un mois. Franchement, c'est une impression étonnante. Ouais, j'imagine. Parce que ouais. tu vois, je vois ton évolution, mais sur un mois, 15 ans. Donc évidemment, quand on regarde ça de manière attentive, il y a des moments où tu te contredis parce que tu as changé d'avis, ce qui est normal. Bien sûr. Parce que J'espère. tu as évolué, etc. Ouais. Et alors j'ai noté 2-3 trucs, je voudrais savoir où tu te situes par rapport à certains trucs que tu avais dit et aujourd'hui. Alors, il y a 8 ans, tu faisais donc effectivement cette fameuse vidéo où tu remerciais tes 4400 abonnés. Ouais. Et tu disais, La chaîne ne gagne pas d'argent. Je fais pas de buzz pour gagner de l'argent. Je fais pas de buzz. J'essaie pas de faire le buzz. S'il y a un buzz qui se fait, tant mieux, ça m'arrange. Mais je suis pas là pour donner une opinion contraire pour faire de l'argent. Il n'y a pas d'argent qui est fait là. Et je suis vraiment quelqu'un anti-pub. Je déteste ça. Genre, je suis très anti-monétisation des pubs. Je sais pas qu'il y a des pubs sur YouTube. J'ai mon adblock sur tous les sites web. J'en ai rien à foutre. c'était il y a 8 ans. Un mois après, monétisé. Comment tu te situes par rapport à ça? Bah, moi, j'avais toujours cette mentalité très... je pensais jamais que j'allais en faire un truc. Et quand je suis arrivé à Lille, donc vraiment, je crois qu'un mois après cette vidéo, je me suis dit, peut-être faudrait que j'essaie d'en faire un travail. Et là, bah, forcément, tout switch, quoi. Donc là, oui, pub, ça y va. Sponsor, ça y va. Je suis un influenceur. Moi, je me considère pas comme critique. Je suis un influenceur. Je sais ce que je suis. Je reste un panneau publicitaire. C'est la vérité aussi. Et moi, je l'assume, quoi, pour le coup. Mais c'est vrai que oui, bah, à ce moment-là, moi, je voulais avoir un parcours... En fait, je sais pas comment expliquer, mais le côté entrepreneurial, hors salariat, dans ma famille et dans ma tête, ça n'existait même pas, quoi. Donc c'était vraiment un jouet à côté YouTube. Et après, sûrement après cet été-là, parce que j'ai dû filmer ça en juillet, puis l'été est passé, je me suis dit, bah, peut-être autant tenter un truc, quoi. Mais c'est pas une fibre que j'avais, c'est une fibre que j'ai développée, moi, tout seul, par rapport à ça. Et ouais, non, bah maintenant, les pubs, c'est partout. Après, moi, j'ai YouTube Premium, donc j'en vois pas des pubs. Ouais. Mais ouais, non, c'est clair. Et puis, moi, je suis honnête avec moi-même par rapport à ça. Je sais que je suis un panneau publicitaire pour les marques aussi. Et c'est OK. C'est vrai que c'est un truc qui est bien avec toi, c'est que déjà tu es transparent, tu n'es pas langue de bois, tu es réputé pour ça en plus, c'est aussi je pense pour ça que les gens te regardent, c'est parce qu'ils se disent oh, il va me dire la vérité, il va être sincère, quoi. Et moi les vidéos que j'ai vues de toi, j'ai le sentiment effectivement que tu es sincère dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Mais le fait effectivement il y a plein de vidéos, donc c'est hyper commun sur YouTube, tu dis alors VPN, machin, etc. Ça te pose des questions éthiques, politiques ou pas du tout, tu dis c'est comme ça parce qu'il faut bien gagner ma vie? Ça dépend, je pense que si un jour un partenaire me disait ah bah ça on n'aime pas, supprime, là ça me poserait un problème. Pour l'instant c'est pas arrivé et de toute façon c'est des discussions en amont. Il y a plein de grosses boîtes ou même des studios indépendants de cinéma qui veulent acheter des critiques tout le temps, constamment. Qui veulent et qui en achètent du coup? Qui achètent des autres influenceurs, ah bah oui, ça ils en achètent. Ouais. Mais pour le coup, en fait, faut trouver un angle. Moi je refuse de faire des critiques de films qui sortent. Par contre, je veux bien prendre l'angle pour mettre en avant ou un réalisateur ou une plateforme de streaming à la limite, mais je ne veux pas faire de critique d'un truc sponsorisé, d'un truc qui sort. C'est ça ma limite personnelle. Et après, si c'est d'autres marques, lifestyle ou autres, j'en sais rien, qui me disent « Ah bah ça on ne veut pas », bah je le fais quand même et on ne fait pas le partenariat, quoi. Donc j'ai jamais eu ce problème pour l'instant d'une marque avec laquelle je travaillais et d'un coup elle me dit « Ça faut que tu arrêtes ». Ça m'est jamais arrivé.
mais c'est en amont, quoi, toujours. De toute façon, les marques, elles savent. À partir de maintenant, elles savent, ah bah lui, il peut nous faire ça ou ça. C'est des discussions, on a des discussions en cours avec une marque en ce moment. C'est un peu compliqué parce qu'ils ont peur de certaines choses. Ouais. Mais je veux dire, c'est un travail qu'on fait en amont, qu'on discute, et puis voilà, quoi. Quelle chose, par exemple? Non, mais de... Sur la Palestine, par exemple, tu t'exprimes sur la Palestine? Ouais, non, mais ça, de toute façon, les marques le disent pas. Hein. Si on a perdu des partenariats, enfin, pas perdu. J'ai jamais perdu un partenariat qui était en cours, parce que c'est toujours des partenariats assez ponctuels en général, sauf les trucs un peu plus récurrents, mais ça reste du 2-3 mois, on va dire, les plus gros partenariats en termes de contrat. Mais de toute façon, les marques, quand c'est politique, elles vont pas vous dire, ah, on prend pas parce que c'est politique. Ouais. Il y a des marques qui disent, il y a des marques qui disent pourquoi. Mais ça n'a rien à voir, quoi. J'ai perdu un partenariat avec une marque de Blu-ray. Ah oui? Je ne vais pas les citer, je ne vais pas leur faire de la pub. Hein. Mais parce que ils ont commencé à m'envoyer des Blu-ray, et trop cool, parce que moi j'en collectionne, je mets souvent ça en avant. Je ne connais pas beaucoup d'influenceurs qui en parlent, donc c'est cool. Je pense que c'est important. Les supports physiques, ouais. Les supports physiques, carrément. Moi j'en ai plein, j'en achète tout le temps. Maintenant j'en reçois encore plein, donc c'est trop cool. Mais j'avais dit, en gros, bah, la cinéphilie, ça se construit avec le piratage aussi. Et eux m'ont répondu sur Twitter, ils étaient énervés, comment ça se fait et tout. Et bref. En fait, on peut faire les deux. Donc ça, on perd des partenariats sur des choses comme ça. Mais le côté un peu censure, j'ai peur de perdre de partenariat, moi, ça m'est pas arrivé parce que je pourrais vivre des pubs tout court. Pour le coup, monétisation YouTube, TikTok et tout. Bien vivre de ça. Partenariat, c'est bonus. Et moi, je le vois avec une mentalité pareille, de sans risque. C'est-à-dire que je sais pas combien de temps ça va durer, ça. Ça peut durer 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans. En fait, il n'y a pas de retraite. Tu dis que peut-être qu'il y aura un après YouTube, que tu feras autre chose, quoi. Ouais. Donc moi, j'essaie de sécuriser le plus possible aussi ma vie pour si je retourne avoir un job salarié, et je serais OK avec ça, au moins j'ai un peu de côté, quoi. Je me dis, OK, au moins je vais garder un niveau de confort qui est bien. Mais ça, c'est un truc qui... je sais pas comment expliquer, qui pareil, c'est une fibre de sans risque, entre guillemets, quoi. C'est un peu compliqué. Mais voilà, des marques qui m'ont censuré ou autre, non, ça n'a jamais arrivé. Par contre, je refuse, oui, tous les trucs un peu sponsor comme ça, quoi. Ou alors, on se trouve un truc, on se dit, bah, j'avais fait 28 ans plus tard, le nouveau, que j'ai beaucoup aimé. J'avais dit dans ma vidéo sur un TikTok, j'avais dit, bah, le président était trop bien, j'en ai parlé plein de fois, le nouveau est en salle, mais j'ai parlé que du président. Ça fait une pub un peu indirecte, quoi. Ouais. Et je veux pas donner l'avis sur ça, quoi. C'est un peu mes limites. Mais ça, et du coup, des marques qui demandent ce genre de trucs, il y en a plein, ouais. Et je connais plein d'influenceurs qui acceptent. Et c'est OK, parce que je comprends, eux, ils ont un travail à côté. Il y a pas combien d'influenceurs vivent de leur passion du cinéma? Ouais. Peut-être on est 5, 10 max, qui n'ont pas de travail à côté. Je pense pas qu'on soit beaucoup. Hein. Ouais. Donc je comprends les gens qui acceptent parce qu'ils ont un autre taf à côté, ça fait, je sais pas, 800, 1000, 1500 euros de plus, c'est trop bien. Tu as une particularité quand même par rapport à d'autres, c'est que tu publies chaque année l'argent que tu gagnes. Cette année, l'année passée, en gros, ton salaire, tu l'as dit, c'était 42 000 euros à l'année, hein, si je me trompe pas. Ouais, mon salaire que je me suis versé avec ma boîte, ouais, voilà. Carrément, ouais. Et tu dis, en fait, à chaque fois, Instagram, ça m'a rapporté tant, je l'ai noté, hein. Donc partenariat 86 000 euros. 86 000, voilà. YouTube, 50 000 euros. Donc TikTok. ça, c'est la monétisation YouTube. Donc c'est les pubs que vous voyez sur YouTube, ou si vous avez YouTube Premium, c'est pas de pub, mais du coup, ça rémunère plus vos créateurs préférés, par exemple. TikTok, 40 000 euros, ouais. En forte progression. Ouais, TikTok, c'est un peu compliqué parce que YouTube, c'est solide. Ça augmente ou ça diminue un petit peu, mais ça reste solide. C'est une base où on sait que, voilà, là, ils sont assez, pas transparents, mais on sait que c'est stable. TikTok, c'est toujours un peu aléatoire et c'est la monétisation de TikTok pour le coup, carrément. Ouais. On ne sait pas d'où elle vient, mais tu dis YouTube 50 000, TikTok 40 000, partenariat 86 000. Hein, je lis, j'ai noté, c'était une vidéo que tu avais publiée. Twitch 1200, X, donc l'ancien Twitter 1700, Spotify 4000, Facebook 1300, les droits d'auteur parce que tu en as 3000. Ouais. Et donc tu disais un salaire de 42 000 euros par an. Ouais. Que tu te verses, parce que donc tu as une entreprise. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, comment ça se passe de créer sa boîte dans YouTube, quoi? On appelle un comptable et il s'en occupe, quoi. C'est pas compliqué. Enfin, justement, l'idée, c'est que ça prend tellement de temps, c'est qu'on essaie de donner ce genre de travail à des gens spécialisés. Moi, j'étais en auto-entreprise pendant très longtemps, quoi. Depuis 2019, du coup, quand j'ai commencé à toucher un peu d'argent. Vous êtes combien dans la boîte? Il y a toi? Non, il n'y a que moi. Il n'y a que toi pas de salariés. Et tu payes en gros les gars qui... Ouais, des freelances, ce genre de choses. Ouais, carrément. Mais parce qu'il n'y a j'ai pas ce besoin d'avoir un salarié qui m'aide aujourd'hui, parce que je ne peux pas. Ouais. Parce qu'il faut que ce soit mon avis. Que ce soit moi qui regarde. C'est impossible parce que j'ai plein de gens qui me disent « Ah, mais je peux faire le montage de tes critiques et tout ». Je fais « Oui, mais moi, je sors du cinéma mardi à 23h de l'avant-première. Je vais écrire pendant 3-4 heures la critique. Je vais trouver les images. Je vais spoiler à mort. Il faut que tu sois réveillé pendant la nuit. » Donc, compliqué. Et droit du travail, pas ouf. Donc, c'est mieux que ce soit pour ma pomme. Et il y a des trucs que je donne à des gens en termes de petits montages, ce genre de trucs et tout, quand j'ai pas le temps des miniatures. OK. Mais le cœur du travail qui prend du temps, c'est écrire. Filmer, ça va, c'est assez rapide, mais surtout regarder aussi, quoi. Ouais.
Je poursuis sur les évolutions, les choses que tu as dites, et pour voir si tu les penses toujours ou Ouais, pas. carrément. Il y a une vidéo qui est assez intéressante, qui date d'il y a 8 ans. Alors, donc tu as 29 ans, il y a 8 ans, tu avais 21 ans, donc on évolue quand même pas mal entre 21 et 29 ans. Ouais. C'était sur Okja. Le film, Ok. le film Okja. Tu disais, alors le film Okja qui était produit Bon Django, ouais. exactement, Ouais. produit par Netflix et, Ouais. et au Festival de Cannes. Et tu parlais du Festival de Cannes et Ouais. tu disais le Festival de Cannes, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Tout ce qui énerve le festival de Cannes, j'adore. Je suis un énorme fan. Du moment qu'il y a la controverse à Cannes, moi je regarde direct le film. Parce que ça me fait tellement plaisir de voir le festival de Cannes énervé, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Le festival de Cannes, je veux dire. Il se trouve que là, Ouais. tu vas à Cannes pour la première fois de ta vie au festival là cette année qui arrive là en mai. Est-ce que sur le Festival de Cannes, tu as changé d'avis? Bah, je sais pas c'est quoi le contexte de pourquoi j'ai dit ça. Parce que à l'époque, Cannes refusait les films des plateformes. Ah oui. Et c'est parce qu'il y avait toute la polémique autour de est-ce qu'au Festival de Cannes, il faut diffuser les films produits par Netflix. Ouais. Bah, c'est compliqué, encore une fois, parce que c'est des règles différentes de cinéma. Je pense qu'à Cannes, à titre personnel, je pense qu'il faudrait des films de tout horizon, parce que le but d'un festival, c'est quand même de trouver aussi un distributeur, dans certains cas, mais peut-être qu'il y a aussi des boîtes comme Netflix qui vont présenter des films à Cannes, en théorie, ou en tout cas, elles aimeraient. Pourquoi pas? Je veux dire, un film, ça reste un film. La manière dont les gens le regardent, la majorité des gens, ils vont regarder un film, je pense, statistiquement, à la maison, au final. Il y aura sa phase d'exploitation en salle. Je sais pas, une bataille après l'autre, ça va faire 200 millions, mais sur les 10-15 prochaines années, ça sera à la maison que les gens vont regarder, quoi. Mais c'est vrai que ça pose une question sur les règles de financement qui sont différentes. C'est des choses un peu Chronologie des médias. Chronologie des médias, ça aussi en France, évidemment. Ça nous concerne plus ou moins, parce que Cannes, c'est pour le monde entier aussi, au final. Mais voilà, en fait, ça dépend, c'est au cas par cas, quoi. Je comprends Spielberg qui disait à l'époque que c'est injuste que des films Netflix ils soient aux Oscars. Ouais. Maintenant, il y a cette entourloupe où ils sortent un film pendant une semaine, comme ça, il est éligible, et puis basta. Parce que c'est des modes de financement différents, mais je veux dire, sans ça, peut-être Del Toro, il n'aurait pas pu faire ses Frankenstein, ses Pinocchio, ce genre de choses, quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué. Après, oui, moi je pense qu'il faudrait avoir des œuvres de manière générale à Cannes, mais si Cannes décide d'avoir que du cinéma, Mais Tu défends la salle quand même. Ouais, carrément, Pour The c'est Drama là, qui vient de sortir avec Pattinson et Zendaya, tu disais que justement, en fait, le film valait le coup de le voir en salle parce qu'il y avait la réaction du public et que ça faisait partie de l'œuvre quelque part. C'est un film à voir en salle. Pourquoi? Car je trouve que les réactions dans la salle sont limite plus intéressantes et meilleures que le film en soi. J'exagère quand je dis ça évidemment, mais je trouve que le film est clairement embelli par la communauté présente dans une salle de cinéma. Ouais, bien sûr, mais c'est important. Moi, je préfère que tous les films soient divisés en salles. Après, c'est le modèle économique de Netflix. C'est un peu les seuls à garder ce modèle du streaming, même si apparemment ils vont se lancer dans le cinéma. C'est ce qu'ils disent. De toute façon, il y a trop d'argent en jeu aussi. C'est ça la réalité. Parce qu'après l'échec du rachat de Warner Bros., ils disent plus ou moins, on a envie de tenter la salle. Cette année, il y a Narnia qui sort. C'est leur plus grosse sortie cinéma ever. Je crois qu'ils ont 3 semaines d'IMAX. Avec Greta Gerwig, Ouais, c'est ça. qui Donc, réalise le film. Ouais, c'est ça. Donc, elle a fait flancher Netflix. On va voir si ça marche pour eux ou pas. Mais je pense que Narnia, Greta Gerwig en salle, s'ils ont 3 semaines d'IMAX et une diffusion classique, on va voir pour la France, ça va se passer comment. Tu parlais de Netflix justement dans cette fameuse vidéo sur Okja où tu défendais Netflix en fait. Je te cite, tu disais excusez Netflix et Amazon de financer des auteurs sans trop de contraintes, voire pas du tout, qui veulent partager une idée, des valeurs, des thèmes sans aucune restriction. Ouais. Est-ce que tu le penses toujours ça? Ils ont un peu arrêté surtout. Ouais. Ouais, à l'époque, au début de tout ça, ils avaient, on se rappelle tous de Irishman, Des Scorsese. Ouais, exactement. Donc il y avait plein de films d'auteurs intéressants qui Fincher. sortaient. Fincher, lui qui est encore là-bas d'ailleurs, mais lui il n'aime pas la salle de cinéma non plus. C'est particulier. Donc ils ont pendant longtemps financé des auteurs, mais là, est-ce qu'il y a un film hyper intéressant Netflix qui sort par an, 2, 3? Moi j'allais plus loin, est-ce qu'il y a vraiment des films Netflix, peut-être à part Roma de Alfonso Cuarón, qui ont vraiment C'était en marqué l'histoire du 2018. cinéma? 2018, je crois, Ouais, 2019, c'était il y a longtemps. Bien sûr, mais est-ce qu'il y a un film Netflix, même j'irai plus loin, est-ce qu'il y a un film produit par une plateforme qui est vraiment un chef-d'œuvre? Ouais, je pense qu'il y en a comme ça. Romain, on pourrait peut-être considérer comme un chef-d'œuvre. Mais au fait, c'est un truc tout ça. J'avais vu quelqu'un qui a partagé ça sur les réseaux. Il disait regardez les top 10 des journalistes, par exemple, qui chaque année, vous comparez il y a 5 ans ou 6 ans, il y avait plein de films Netflix avant dans les tops des gens. Ouais. Maintenant, il n'y en a plus du tout. Parce qu'en fait, ils ont juste arrêté de produire des auteurs. Mais il avait dit, ils l'ont annoncé il y a des années qu'ils ne veulent plus produire des auteurs comme avant. Il y a Marriage Story qui était bien aussi. Ouais, Marriage Story, par exemple. Il y en avait, en vrai, il y en avait plein qui étaient intéressants. Au début, il y avait Beast of No Nation qui était sorti il y a 10 ans déjà, je crois, sur Netflix. Il y avait des tentatives intéressantes d'avoir des trucs d'auteurs. Ils n'avaient pas cette contrainte d'avoir littéralement la salle de cinéma, ce qui est aussi une bénédiction parce que tu peux cartonner juste avec la SVOD entre guillemets. Ils font du cinéma du monde entier. Je veux dire, on parle de cinéma, mais même les séries télé. Avant, regarder une série coréenne, impossible en France. Une galère pas possible. Maintenant, en fait, tout est sur les plateformes et c'est trop bien. Donc ça ouvre le champ des possibles.
Il y a des gros avantages à Netflix aussi, mais c'est qu'en termes de cinéma, ils ont arrêté depuis des années de proposer des choses vraiment intéressantes, je trouve, quoi. Là où Amazon, ils rachètent MGM, ils font pas mal de productions quand même de cinéma, ils les sortent en salle. Warner, ils sortent toujours en salle, ils ont fait l'une des meilleures, enfin, ils ont fait la meilleure année de tous les studios l'année dernière. Donc, mais juste Netflix, ils sont un peu bornés sur ça, quoi. Peut-être ça va changer, on verra fin d'année. C'est des choses qui évoluent, quoi. Je sais pas si t'as vu le podcast de Joe Rogan avec Ben Affleck et Matt Damon. Là. Ouais. Où en gros, il y a Ben Affleck, Matt Damon qui sont chez Joe Rogan, qui est le plus grand podcasteur aux États-Unis. Au monde, et même, puis, je crois. Oui, au monde, bien sûr. Donc pour The Rip, qui était produit par Netflix. Et puis dans la discussion, Matt Damon, il dit bah ouais, Netflix, ils nous ont dit, en gros, les grosses scènes, les grosses explosions, ils nous ont dit vous voulez pas, plutôt que les mettre à la fin, les mettre au début. Et puis dans les dialogues, ça serait pas mal quand même qu'on répète 3-4 fois l'intrigue, parce que les gens, en fait, ils regardent leur téléphone portable pendant qu'ils regardent le film, quoi. Ouais. Donc en fait, Netflix, c'est aussi une certaine vision du cinéma. C'est pas que Netflix, je pense. C'est aussi, il y a David Zaslav, il est toujours président de Warner, qui disait, en fait, nous, on fait du second screen content. Il y a le first screen, c'est le téléphone, et le second screen, c'est l'écran, pour les séries, les films et tout. En fait, c'est juste la mentalité téléfilm, tout simplement. Les téléfilms, c'était comme ça à l'époque. On disait au réalisateur, ça c'est un téléfilm, il faut que tu rappelles dans le scénario ce qui se passe, tout simplement, via des dialogues en général. Il faut que tu sois constamment dans la redite de manière générale, pour que les gens qui font autre chose en même temps, avant c'était pas le téléphone, c'était, je sais pas, le ménage, par exemple. Ils ont la télé qui tourne et des choses comme ça, quoi. Ça, c'est un problème sur le côté téléfilm. Un truc qui est un peu nouveau, c'est quand même le côté action au début, quoi. Parce que maintenant, les gens, ils peuvent skip, passer à autre chose. S'ils sont pas engagés dès le début dans l'œuvre, ça, ils peuvent skip. Donc ça, c'est peut-être un petit peu nouveau. Je pense. De toute façon, les téléfilms, ils n'avaient pas de budget. Donc là, ils font des téléfilms à haut budget, coûtent 100, 200, 300 millions. Et puis, mais ça reste des téléfilms, quoi. Mais c'est nouveau, ça, mine de rien, chez Netflix. Parce qu'ils ont Mais est-ce qu'il ne faut pas le regretter? Juste aller au cinéma plutôt que regarder Netflix. Ouais. En fait, c'est dommage parce que oui, il y a des films comme Frankenstein. Moi, Frankenstein, je l'ai vu en salle à Paris. Et je sais pas ça ressemble à quoi sur Netflix. Mais il y a plein de gens après Frankenstein qui m'ont dit « Oh, le film est moche et tout ». Moi, j'étais au cinéma, je me suis dit « Mais c'est génial ». Enfin, le film, on dirait un Del Toro classique, tu vois, il est beau, il a une esthétique. Et les gens ils disent « Oh, c'est faux ». Tout. Je fais « Ouais, en fait, la majorité des gens ils regardent sur leur téléphone, déjà de base, les films en question. Et donc forcément, quand tu es face au cinéma et au téléphone, bon, si le téléphone, t'as pas le choix, tu regardes le film. Je pense que c'est mieux de regarder sur le téléphone que pas regarder du tout. Mais c'est vrai que la présence n'est pas la même. Par contre, The Rip, cinéma ou à la maison, honnêtement, je vais pas rater grand-chose. Mais par contre, le Frankenstein, il a pas ce côté téléfilm. Parce que c'est un auteur aussi, quoi, qui fait le film. Pinocchio, c'était pareil aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui joue beaucoup. Mais dans les séries, on le voit beaucoup, surtout les séries, parce que les gens, ils consomment plus de séries que de films. Et dans les séries, c'est ultra explicatif, répétitif, parce que il faut accrocher les gens constamment et leur rappeler ce qui se passe, quoi. Mais dans les films, c'est un peu dommage. C'est juste qu'ils ont créé le téléfilm à haut budget, quoi, qui n'existait pas avant, quoi. Un autre truc que tu mentionnais dans une vidéo il y a 8 ans, mais tu l'as redit il y a 5 mois. Donc je me dis que peut-être que c'est un truc qui est en toi. Mais c'est assez marrant de l'entendre de ta part, c'est que tu dis que tu n'aimes pas le système de notes. Tu n'aimes pas quand on note les films. Mais cela dit, tu es sur Letterboxd, il y a Allociné, alors on met 4 étoiles, 3 étoiles, c'est un truc qui est devenu la norme. C'est les gens, avant d'aller au cinéma, ils regardent la critique presse, la critique spectateur d'Allociné, Letterboxd et tout. Qu'est-ce que tu en penses, ça, les notes? C'est toujours difficile de mettre une note parce que des fois, il te faut des règles quand tu mets des notes. C'est-à-dire, première règle, c'est que tu mets un 4 sur 5 à un film, ne compare jamais avec un autre film qui a 4 sur 5. Parce que c'est des genres différents, c'est des artistes différents, c'est des manières de voir le cinéma différentes et tout. On peut mettre 4 à une comédie comme 4 à un thriller, mais peut-être la comédie, c'est juste un bon 4 pour une comédie. En fait, c'est tellement subjectif comme en note que, en fait, faut pas comparer, quoi. Ça reste un truc un peu fun à faire, quoi. C'est rigolo. Et surtout, moi, je notais toujours pour moi. Maintenant, c'est Letterboxd et du coup, c'est plus public. Mais ça permet de comparer surtout, quoi. De savoir, moi, ce que je pensais à l'époque. Quand je vois, j'ai mis telle note à ce film, j'ai dû bien aimer. Parce que, en général, c'est des films qui sont pas très mémorables, quoi. J'ai dû me dire, ça, c'est OK. Mais non, voilà. Moi, ce qui me dérange aussi dans le système de notes, c'est que c'est un instant T, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des films qui vivent après leur vision, quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a des films dont tu te rappelles, tu sais, quand tu fais les best-of de fin d'année, j'imagine que tu as des films où tu t'en rappelles plus que d'autres que tu as peut-être plus aimé sur le moment, quoi. Carrément. Moi, je note pas à l'instant T. Je me laisse quelques jours, parce que si j'entends à l'instant T où il y a l'excitation du film qui était trop bien, on n'a pas le temps de réfléchir. Oui, il y a des gens, en fait, on les voit au cinéma, ils finissent le film, ils sortent leur téléphone, ils Letterboxd et puis basta, quoi. Non, moi, je laisse quelques jours. Et puis en fin d'année, ce que je fais, je ne l'ai pas encore fait pour cette année, pour le coup, je suis à la ramasse, mais je regarde tous les films que j'ai vus l'année dernière, et je regarde un peu les notes que j'ai mises, et je me dis, ça, est-ce que je le sens encore comme ça aujourd'hui? Peut-être pas. Donc et de toute façon, c'est tellement arbitraire, mais le but c'est que ça évolue, quoi. Il y a des films que j'ai vus, j'ai pas aimé, je les ai revus, j'ai rajouté 2 étoiles, j'ai enlevé 1 étoile, ce genre de truc, quoi. Donc en fait, moi je le vois pour moi.
Maintenant, le fait, c'est qu'ils ont gamifié ça avec Letterboxd, ils ont rendu ça social. Et j'ai toujours dit aux gens qui me suivent, ne prenez pas les notes trop au sérieux, quoi. Ça peut évoluer d'un jour à l'autre. Parfois, il y a des films, on rentre pas dedans alors que peut-être ils sont très très bien. Parfois, on a du mal. Parfois, au contraire, on est dans un moment un peu d'euphorie, je sais pas, de vie personnelle et d'un coup, on se dit, ce film, il est génial. Ça joue sur ça aussi. Donc, je prends du temps par rapport à ça. J'essaie tout. Moi, de toute façon, dès que je finis un film, je prends des notes ou chez moi ou après la sortie en salle. Tu prends pas pendant d'ailleurs. Tu l'as dit, tu prends Non, pas pendant le jamais. film. Ouais. Non, ça serait trop distrayant pour moi. Alors, à la maison, ça m'arrive, parce que du coup, je sais qu'il y a des scènes spécifiques. Je sais pas si quand je vais voir le Fincher, j'imagine que ce sera à la maison, le Once Upon a Time, enfin, les aventures de Cliff Le Booth. spin-off de One of a Time in Hollywood de Tarantino, ouais. C'est ça, donc ça, je pense Son que prochain j'aurais- film à Fincher. Ouais, ça, peut-être j'aurai mes notes sur moi, parce que c'est des scènes spécifiques et c'est plus simple de s'en rappeler. Mais on a accès au film après, donc ça, c'est vraiment facile, quoi. Mais au cinéma, non, au cinéma, je rentre et j'écris. À la maison, je prends quelques petites notes. En fait, je prends 2-3 trucs, des idées de mise en scène que j'ai bien aimées, les 2-3 thématiques principales de l'œuvre, et des choses qui m'ont marqué, quoi. Après, je réfléchis un peu et je note, j'écris un petit truc rapide, mais c'est pour m'en rappeler moi. Et parce que parfois, il y a des gens, ils nous posent des questions sur des films que j'ai vus il y a même un mois parfois, que j'ai pas trop aimé. Du coup, c'est dur d'en reparler. Et c'est cool d'avoir des notes. Ah, bah, j'ai dit ça sur Letterboxd, c'est vrai que j'ai pensé ça, quoi. Donc, ça aide. Je crois que tu t'efforces, dans la mesure du possible, à regarder un film par jour. J'essaye. Là, depuis mon retour de vacances, j'ai pas réussi à en regarder. Je suis rentré à 10 jours, j'en ai vu 3, je crois. Mais je reprends demain. Mais oui, j'essaie de faire un film par jour. Je me dis 300 à l'année. Avec les séries, comme ça, peut-être je regarde, je sais pas, 40 saisons de séries par an. J'essaie donc au moins 300 à l'année. Parce qu'en fait, il y a trop de trucs à voir tout le temps. Soit en salle, en streaming un peu moins, mais il y en a tout le temps. Des vieux films que j'ai envie de conseiller aux gens. J'essaie de me remettre dans des vieux films que j'ai vus il y a 10 ans, même 5 ans, 8 ans, pour les redécouvrir avec un. Et il y a des films que j'ai envie de revoir, quoi. Et donc ça prend du temps, quoi. Pour tout te dire, moi, sur Brut, je fais diverses choses, notamment je fais les Brut Books. J'interviewe des écrivains. Et effectivement, en fait, les écrivains que j'interviewe, souvent, ils viennent de sortir un livre, quoi. Mais ça te pousse aussi peut-être qu'il y a des livres que j'aimerais lire qui sont sortis au 19e siècle. Bah ouais. Et je peux pas les lire parce que je suis un peu à la course. J'imagine que toi, alors bien plus que moi, parce que tu produis beaucoup plus quand même, est-ce que ça impacte la façon de voir les films? Parce que tu dis, il faut que je vois ce film, ou est-ce que tu arrives à avoir un plaisir immédiat avec l'œuvre? Les deux. C'est-à-dire que oui, il faut que je vois ce film. J'ai des films à voir pour X vidéos dans tel temps, pour X concept et tout. Donc c'est évident que, je sais pas, imaginons que je regarde 25 films par mois, il y en a peut-être 3-4 qui sont pour moi. Je me dis, ah, ça j'ai envie de le voir parce que c'est moi. Le reste, j'essaie aussi de faire mélanger mes plaisirs et tout. Mais je sais pas, j'ai un truc où je recommande sur TikTok, Instagram, 5 films à voir dans le mois. J'appelle ça le Ciné Club un petit peu. J'essaie toujours de choisir un film français au moins, un film non anglophone, non francophone, un truc un peu plus accessible, blockbuster entre guillemets, ce genre de choses. Et parfois, c'est des films que j'ai envie de revoir, parfois un peu moins, mais j'ai quand même envie de les revoir pour en parler un peu mieux, quoi. Même si je les ai vus il y a 10 ans, 12 ans, 8 ans, les revoir, ça aide, quoi, à se remettre dedans, quoi. Donc ça prend du temps aussi, mais c'est pas non plus toujours des films que j'aurais choisis, parce que peut-être j'ai envie de me faire, je sais pas, 5 John Woo d'affilée, mais je vais pas les mettre tous dans le Real Estate Club du moins, parce que ça n'a aucun sens, quoi. Mais quand on va faire une émission sur David Lynch, avec des gens qui sont fans de David Lynch, du coup je me suis refait tous les Lynch. C'est quoi ton préféré de Lynch? Moi j'ai un faible pour Lost Highway. Ah, ok. Mais j'ai pas encore vu Twin Peaks. Ça c'est le truc, Ah mon ouais seul. T'as vu la série? Non, j'ai pas vu la série. La série En fait, j'avais commencé la série à l'époque, avant que la saison 3 soit annoncée. Ouais. Saison 2, il y a un creux quand même qui m'a un peu. Et j'avais pas la motivation pour voir la suite parce qu'il n'y avait pas de saison 3 à l'époque. Et t'as pas vu le film? J'ai pas vu le film du coup. Ok. Mais du coup, je me referai tout depuis le début. Mais j'ai vu tous les autres longs métrages. Et ouais, du coup, je me suis refait tous les Lynch. Mais je peux pas. Du coup, peut-être je ferai une vidéo sur tous les Lynch quand j'aurai tout revu, quoi. Ouais. Et j'avoue que Inland Empire, j'ai un peu la flemme aussi. C'est le plus long, Ouais. c'est celui que j'ai moins aimé à l'époque, donc c'est un peu dur. Donc j'attends que l'émission se fasse pour le remater, je sais pas, la veille ou 2 jours avant. Et puis Twin Peaks quand j'aurai le temps. Mais pareil, les séries, j'aimerais trop regarder Twin Peaks, mais il y a trop de séries qui sortent que je dois ou critiquer, ou je dois regarder, ou parce que il faut en parler, ou parce que. Fin d'année, il faut que je fasse un bilan des séries aussi. Et puis les séries, ça prend beaucoup plus de temps, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, mais il faut les regarder quand elles sortent, quoi. Donc, on travaille aussi. Si tu veux bien, je veux bien qu'on parle un peu de ton métier. Parce qu'on peut dire, c'est ton métier. Ouais, créateur de carrément. contenu. Comment tu le définis? Créateur de contenu? Ouais, influenceur aussi, faut être Ouais. honnête, même si c'est péjoratif pour beaucoup, faut être honnête, quoi. C'est la vérité. Ouais. Tu es influenceur cinéma. Ouais, carrément. Ok, je vais voir si tu m'influences. Bah, je te dirai à la fin. on va voir. Mais non, sur ton métier, je veux bien pour qu'on se rende compte. En fait, tu le dis souvent dans tes vidéos, tu le racontes, mais tout le monde ne le sait pas forcément. C'est quoi ton quotidien, concrètement? Ça dépend des jours, mais je commence à travailler vers 9h en général.
où je lis pendant 1 heure l'actualité le matin de ce qui s'est passé la veille dans le monde du cinéma, ou des articles des journaux français, américains, ce genre de choses, les grosses actus, quoi, pour voir si j'ai rien raté, s'il n'y a pas un truc urgent à traiter de manière générale. Et ensuite, ça dépend ce que j'ai à faire, où je dois écrire pour un concept de vidéo que je dois sortir sur X ou Y sujet. Je sais pas, j'ai fait une vidéo récemment sur la fin de la 2D chez Disney, expliquer pourquoi, comment, mais c'est des choses que j'avais en tête depuis longtemps, donc je reprends des notes. En fait, j'ai mon fichier notes, Google Keep, il est interminable. Il y a plein d'idées de concepts, et à chaque fois que je vois une actu, un truc, je reviens dessus, je rentre encore plus dans le détail et tout, et après ça me permet d'avoir une vidéo. Donc j'écris la vidéo pendant des heures, si j'ai le temps de la finir, je la tourne, je prends les images et je la sors, quoi. Et je suis en flux tendu, donc je fais ça tous les jours, quoi, quasiment. C'est toi qui cherches les images, c'est toi qui montes, c'est toi qui écris, Ouais. c'est toi qui tu fais tout, quoi. Ouais, quasiment, parce que c'est plus simple, c'est plus Ouais. rapide. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que je vais écrire, je sais pas, et si c'est une critique, on va prendre une critique d'un film. Si je vois le film le mercredi matin, je vais écrire pendant 3-4 heures, je vais prendre les images pendant 1 heure à peu près, ça c'est assez rapide, tourner pendant une demi-heure, 1 heure, après poster la miniature, tout ça. Donc normalement à 18h, 19h, la critique devait être sortie. Après, je passe 1 heure à faire du TikTok, Instagram par jour, je dirais, en sortir 5-6 par jour. Et ensuite, ça dépend ce qu'il y a à faire, quoi. Il y a 1 heure de tâches un peu basiques, voilà, administratives ou autres, ou de partenariats, de calls, de trucs et tout, qui peuvent être à n'importe quelle heure, ce genre de trucs, quoi. En fait, il y a plein de trucs comme ça qui sortent tout le temps. Il faut que je regarde aussi un film par jour. Donc là, que je commence ou à 22h, à 23h le soir. Tu dors combien d'heures par jour? Non, j'essaie de dormir 6-7 au moins, quoi. Ça va. Je me suis... Enfin, ça va. ouais. C'est important le sommeil. Ouais, c'est important. Non, mais ça, c'est. En fait, quand je travaillais à côté, je dormais même plus du tout, quoi. Je dormais 3-4 heures, donc c'était compliqué. Là, j'essaie de dormir au moins 6 heures. Au moins 6 heures. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dormi 6 heures, par exemple. Ok. Donc j'essaie de me forcer à ça. Mais j'ai T'as gagné en vu un sommeil. film cette nuit ou pas? J'ai pas vu de film Ok. cette nuit. J'ai pas vu de film depuis un moment. Mais non, mais je suis terminé. En fait, il s'est passé des trucs aussi dans ma vie privée qui sont en lien avec mon métier, qui m'ont pris encore plus de temps que prévu. Pour le business, tu veux dire? Non, plutôt pour la sécurité. Ok. Il y a des choses qui sont passées, je ne peux pas en parler maintenant, mais il y a des choses qui sont passées qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et qui arrivent comme ça à force de parler, pas que ciné. Mais donc ça a pris du temps, il y a des trucs organisés. En fait, il y a plein de trucs comme ça qui sortent de nulle part, parfois qu'il faut organiser. Mais oui, moi je dis qu'en général, virtuellement, je bosse 6 jours sur 7 minimum, mais 100 jours off pour l'instant. Au début d'année, je me suis dit, je vais me prendre le samedi off au moins. J'ai fait 2 samedis off. Ah ouais. J'ai pas réussi. Parce qu'il y a trop de trucs à faire tout le temps, quoi. Ou de visionnage, ou d'écriture, ou de tournée, ou de concept, ou de mail, il y a trop de trucs, quoi. Il y Donc, a les journalistes de brut qui te contactent et qui disent est-ce que Ouais, vous par voudrez faire Par une exemple, ouais, faut lire les messages Instagram, faut venir Voilà. sur Paris. Voilà. Non, bah voilà, ça c'est ma journée, j'allais dire off, mais en fait je travaille entre guillemets, quoi. Bien Donc sûr. oui, donc ça prend plein de choses comme ça. Mon jeudi il est carrément off parce que je fais d'autres trucs pour d'autres gens en général, plus mon émission hein, là le jeudi. Donc ouais, ça prend du temps. Ouais. Rage Bait, une Ouais. émission le jeudi effectivement sur YouTube et Twitch. Ouais. En fait, dans ton métier, ce que tu dis de manière très ouverte, c'est que tu fais de la quantité parce que les algorithmes le demandent, Ouais. que c'est important pour la chaîne, pour ta chaîne, Ouais. sur les différents supports, parce qu'il faut que tu produises, que tu produises, que tu produises. Et en parallèle, tu t'autorises à faire des choses plus coup de cœur, qui te prennent aussi du temps et de l'énergie, Ouais. et tu sais que ça marchera peut-être un peu moins bien, quoi. Bah, c'est l'avantage. C'est que du coup, en fait, si je prends juste TikTok, Instagram, vu que j'en sors 5-6 par jour, c'est hein. quoi, par jour, Voilà. c'est quoi que j'en sors un de plus, en fait. Même si c'est une sponsor, par exemple. Il y avait plein de marques, tu as le temps de faire. Oui, je peux faire la sponsor en plus, c'est bon, il y en a 6 qui sortent, un 7e, ça va. Ou je peux parler d'un truc super niche. C'est pas grave. Et c'est l'avantage des formats courts. En plus, c'est distribué à plein de gens. Sur YouTube, c'est plus compliqué parce que ça prend beaucoup plus de temps. Du coup, c'est un investissement temps qui vaut pas du tout le coup en réalité, mais qui est aussi pour moi, qui fait plaisir, ce genre de choses, quoi. Mais vu que j'en sors 4-5 par semaine, des vidéos YouTube, en fait, si c'est une qui bide et si les autres se passent bien, il n'y a pas de souci. On peut se permettre. Donc Ouais. c'est l'avantage. En fait, parce qu'il y a plein de gens qui font des concepts, pas que cinéma, hein, qui font des concepts qui sont hyper laborieux, qui prennent tellement de temps, chronophages et tout, et du travail, de l'argent, et ça bide. Et la prochaine vidéo, c'est dans 2 semaines, dans 1 mois. C'est dur. Là, bon, 4-5, il y en a une qui bide, c'est pas grave. Il y en a une autre qui sort le lendemain, quoi. Donc c'est un équilibre qu'il faut avoir, quoi. Mais du coup, c'est en flux tendu. Il faut être vraiment sur l'actualité tout le temps. Moi, je prends mes vacances en fonction de ce qui sort et je rate quand même des choses parce qu'il se passe 1000 trucs, quoi. Là, je suis parti, il y a eu 20 000 bandes annonces de trucs qui auraient fait plein de vues qui sont sortis. Ouais, avec parce que donc, Hotel. t'es parti en Chine 2 semaines, je crois. Ouais, c'était mes premières vacances de 2 semaines depuis que j'ai commencé, ouais. Ah ouais. D'affilée, je veux dire. Ouais. Ouais. Donc 2 semaines en Chine, mais en fait,
les gens ne s'en rendent pas compte parce que tu publies pendant que tu es là, parce que Ouais. tu as enregistré avant. Ouais. Je veux bien que tu me racontes ça parce qu'on se rende bien compte. C'est-à-dire que si tu décides de partir 2 semaines en Ouais. Chine, comme tu as fait, tu as dû enregistrer, je crois, de 35 TikTok une journée pour combler. J'ai pas fait une journée au final, mais beaucoup quand même. Moi, je crois que j'ai tourné 90 TikTok. Du coup, TikTok, Instagram pendant mes vacances. Enfin, des pendant contenus courts, quoi. contenu court avant le départ en vacances. Sur combien de durée? J'ai commencé les vidéos, je suis parti fin mars, j'ai commencé à travailler fin janvier. Ok. Donc, en gros, le jour off, il a sauté très vite. Ouais. Et j'ai sorti 6 vidéos, alors que je voulais en sortir 8 parce que j'ai pas eu le temps de faire les 8, quoi. Et parce que je pense que j'aurais dû prendre 3 mois d'avance, parce qu'il faut sortir les vidéos de base et les vidéos pour les vacances. Donc en fait, virtuellement, il n'y a pas de vacances, parce que rien ne change pour les gens. Ce qui change, c'est l'actu. C'est-à-dire qu'il y avait la bande-annonce d'Harry Potter qui est sortie, ça serait cartonné, des backrooms, ce genre de choses, de drama, Mario. Bon, ça a bien marché, mais globalement, ça aurait encore mieux marché si j'étais là le jour J, quoi. Ouais. Donc il y a ce genre de trucs, mais bon, il y a un moment, si je peux pas partir en vacances de semaine, peut-être c'est pas le travail pour moi aussi, quoi. Je me rends compte de l'investissement que ça suppose. Ça nécessite des sacrifices évidents. Ouais. Il n'y a pas un côté quand même sentimental où là, je suis pas en train de devenir Non, fou. santé mentale, ça va. Moi, j'ai toujours du mal quand j'étais en info, par exemple, je savais pas quoi faire de ma vie. Là, tu sais, tu te poses des questions. Ouais. Et puis quand j'ai quitté mon CDI, c'était pareil. Est-ce que c'est ce que vraiment j'ai envie de faire? C'est plutôt le doute. Mais le travail, ça va. Je suis pas encore en burn-out, tout va bien. Et puis le privilège, il faut pas l'oublier, que si jamais j'ai envie de faire une pause, je peux faire une pause. C'est ça aussi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde en salariat, par exemple, et tout. Et ça me motive aussi. Je me dis, au fait, moi, je peux y aller. Parce que si jamais ça va mal, je peux partir 2 semaines en vrai. En vrai de vrai, qu'est-ce qui m'en empêche? J'aurai et l'argent et le temps. Après, c'est arbitraire. C'est moi qui décide de mettre cette pression, entre guillemets. Mais je ne sens pas comme une pression. C'est du travail. C'est un travail qui prend beaucoup de temps, mais il est facile aussi. Et il est bien payé. Donc, il y a un moment, c'est pas que j'ai pas envie de me plaindre. Je peux me plaindre en réalité. Mais c'est juste que je me rends compte de la chance que j'ai et je compte pas la rater. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que en fait, ton parcours tranche un peu avec certains créateurs de contenu? C'est que tu es issu d'une classe très moyenne, disons. Ouais, je pense qu'on peut dire ouais. Que tu n'es pas dans le monde du cinéma de ça. En fait, tu arrives à faire la part des choses et avoir le recul sur ce que tu fais, ce qui est, j'ai le sentiment, pas le cas de tout le monde dans ce métier-là. Bah, pour avoir parlé à des influenceurs, qui n'ont jamais fait de métier avant, on le ressent. Et moi, je leur dis souvent, attention. Surtout ceux qui ont percé avec TikTok, là, parce que c'est tellement récent. Et moi, je dis toujours, il n'y a pas de retraités de gens d'Internet. Hein. YouTube, ça a 20 ans. Il y a personne qui a fait une carrière sur YouTube, ça n'existe pas. Il n'y a pas un point de référence. Là où tout le monde peut faire une carrière dans le salariat, parce que c'est la majorité des gens, il n'y a pas de carrière pour l'instant sur 20 ans, 25 ans qui existe sur les réseaux. Donc on ne sait pas. Et tu m'aurais posé cette question il y a 8 ans, je n'aurais pas dit la même chose, parce qu'en fait, déjà les formats courts n'existaient pas. Donc il y a des gens qui percent, s'ils ont 19, 20 ans, ils ont, je sais pas, 1 million d'abonnés, 800 000 abonnés, ils disent « Ah bah, je vais faire ça de mon travail ». Mais tu sais pas, il suffit qu'il n'y ait plus de monétisation sur TikTok, il suffit que, je sais pas, il y ait n'importe quel truc d'algo, tu n'es plus mis en avant, c'est fini. Et t'as rien, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de ressources, et tu n'as pas de chômage si ça s'arrête. Du coup, moi, j'ai une assurance prévoyance si jamais je tombe malade, si jamais je ne veux plus faire mon travail, parce que moi, je fais attention à ça aussi, quoi. Mais parce que j'ai grandi dans le non-risque aussi. Et c'est ça qui est important. Mais je pense que c'est un truc aussi, mentalité d'enfant d'immigré. Hein. Je pense que j'en ai parlé à beaucoup de personnes, on ne tente pas des choses parce qu'on a peur de tenter des choses, parce qu'on n'a pas il n'y a pas de patrimoine en France. Moi, j'en ai pas. Quand mes parents vont mourir, je tape du bois, mais il n'y aura rien en France. C'est moi qui suis en train de bâtir. On n'a même pas une sécurité financière à dire, ah bah, voilà, au moins j'ai ça. Non, tu n'as même pas ça. Donc c'est à toi de tout bâtir, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on prend peut-être moins de risques aussi, quoi. Mais c'est pour ça qu'avec les réseaux, faire attention, parce qu'il y a... Moi, je dis toujours, si je suis salarié dans 1 an, c'est OK, c'est pas grave. Ouais. Mais parce que je sais que c'est... En fait, justement, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut devenir, quoi. Et personne ne sait. Personne ne sait. On n'a pas le recul. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gros influenceurs, bah, si ça s'arrête du jour au lendemain, au moins ils ont les ressources. Ils disent, bah, OK, je peux arrêter de travailler aujourd'hui. Ils le font pas parce qu'ils aiment bien travailler, logique, comme beaucoup de personnes. Moi, je pense que je vais travailler toute ma vie, en réalité, tant que je peux. On va voir, hein, j'ai 29 ans, mais je cotise depuis quelques années, ça va. Mais t'as pu acheter un appartement. J'ai pu acheter un appartement et tout, donc ça se passe bien pour moi. Mais justement, pareil, quand j'ai acheté mon appartement, le premier truc que je me suis dit, c'est qu'il faut que je rembourse mon prêt le plus possible. Comme ça, si j'ai un salaire après, parce que j'arrête YouTube, il faut que mon salaire de CDI, bah, je puisse vivre convenablement, quoi, confortablement. Ouais. C'est ça aussi. Donc moi, je suis à fond sur la sécurité du truc, quoi. Après, il y a un autre truc, c'est la célébrité. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, si tu demandes à un gamin de 8-9 ans qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, je crois que le premier métier qui vient, c'est youtubeur. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était plutôt acteur-actrice d'ailleurs. Ouais. Ça dit quelque chose. Les gens, j'imagine, ils te reconnaissent dans la rue, tout ça. Ouais. Comment tu le vis Ah, brut, hein.
Les gens de chez Brut t'ont reconnu. Ouais, j'ai pris un café et tout avec eux, bien sûr. Ouais, Ouais, alors ils sont journalistes. Alors, ouais, c'est vrai que triché. c'est leur travail. Ouais. Non, Non, mais est-ce que c'est un plaisir, c'est chiant, c'est comment tu le vis quoi? non, chiant, ça n'a jamais été chiant, ça c'est clair. Le seul truc qu'il faut changer dans sa tête, c'est peut-être de la paranoïa, mais c'est le côté un peu Truman Show. En fait, tu sais que maintenant, tu te balades dans la rue et tu le vois de toute façon. Tu vois quand les gens te reconnaissent, il faut le dire aux gens, ils sont cramés. Il faut le dire, ils sont pas du tout discrets. Donc ça se voit. Mais oui, c'est le truc où tu es, quoi qu'il arrive, un peu tout le temps observé. Tu peux aller au dîner avec, je sais pas, ta copine, des copains et tout, et à la fin, c'est le serveur qui dit ah bah en fait j'aime bien ce que tu fais et tout. Donc tu as passé 2 heures à être entre guillemets toi-même, ce qui est vrai. Donc c'est pas que tu fais plus attention parce que je reste moi-même et j'ai jamais fait des trucs bizarres de manière générale, mais c'est pas que tu te sens observé, c'est que tu es observé quoi, un peu partout. Et tu le vois, et parfois tu as des amis qui disent, t'es à table, ils te regardent depuis tout à l'heure et tout, je fais ouais. Donc il faut l'accepter quoi. Mais des interactions négatives, jamais. C'est plutôt l'inverse, c'est parfois moi je me sens un peu froid avec les gens, alors que je ne le suis pas, mais c'est juste que là, en venant ici, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, mais j'étais super en retard pour mon train, parce que justement je faisais une vidéo, je devais finir, et je lui ai dit, je suis désolé, il faut vraiment que je cours, et ça se voit que je l'ai un peu déçu, parce qu'il voulait m'arrêter juste prendre une photo, un truc comme ça, je suis vraiment désolé. Donc c'est plutôt moi, je me sens parfois coupable, je sais pas, quand je vais courir, j'ai mes écouteurs, je suis dans ma zone, parfois on ignore les gens sans s'en rendre compte, parce qu'on est dans des trucs, donc il faut oublier un peu la vie privée quoi. Mais est-ce que tu penses que tu dois quelque chose à tes fans, entre guillemets? Ouais, moi je le pense, ouais. Mais pas, c'est-à-dire je vais pas aller forcément boire des verres avec eux ou quoi, hein. Mais je pense que eux ils me font vivre. C'est pour ça que je partage mes revenus aussi, hein. Pour moi il y a 2 choses. Il y a le truc où il y a beaucoup d'influenceurs qui ont menti pendant des années, et ils mentent encore aujourd'hui, hein. Et il y a Dans quelle mesure ils mentent? Non, mais quand il y a des gens qui disent ah bah 2 millions de vues par mois sur YouTube, ça permet pas de vivre. Je sais pas, moi je fais 2 millions de vues par mois sur YouTube, c'est 10 000 € quoi. Ça va. Oui. Même si on enlève les charges et tout, globalement, ça va. Ça dépend de la situation avec 10 000 de chacun. €, j'ai le sentiment qu'on peut vivre. Merde. Ouais. Même si on enlève même s'il y a un salarié, je pense qu'on peut vivre dans le tas, quoi. Non, bref, ce genre de truc, il y en a encore qui mentent un petit peu sur la réalité de ce genre de truc. Donc moi, j'ai envie d'avoir cette transparence pour dire aux gens, voilà. Et encore une fois, on est combien à être influenceur cinéma, en vivre en temps plein. Et surtout, bah oui, bah les gens me regardent, je leur dois des choses aussi, quoi. C'est eux mes investisseurs premiers, quoi. Ils prennent le temps de le regarder, je leur dois au moins ça, quoi. Mais après, bon, moi je suis quelqu'un d'assez extraverti de manière générale, je parle aux gens, ça me dérange pas. Et je pense que l'avantage que j'ai, c'est que j'ai la personnalité qui va bien avec les réseaux, quoi. Ouais. Et plutôt que de voir inventer des trucs et tout, quoi. Oui, tu parles facilement, la caméra, tu t'improvises, Ouais, je balance. J'ai fait un petit tournage pour quelqu'un tout à l'heure. Il m'a dit un script et tout ça. T'inquiète, on improvise, on verra si ça se passe et après on négocie, tu vois. Mais voilà, il y a ce truc où c'est naturel pour moi et ça m'aide, quoi. Et j'ai toujours été un peu comme ça. Donc la personnalité, ça joue énormément sur les réseaux. Mais alors justement, peut-être que du coup, on se sent davantage jugé sur soi. Vu que la personnalité joue, c'est soi-même qu'on a l'impression que les gens jugent. C'est pas grave. Les commentaires, par exemple. C'est pas grave. C'est pas grave? C'est pas grave. Ça fait depuis 2010, je pose des vidéos. Si je m'arrêtais aux commentaires, je serais pas là. Non, on peut pas. De toute façon, on n'a pas le temps de les lire, malheureusement. Sauf YouTube, j'essaie de le lire le plus possible parce que ça parle de cinéma avant tout. Mais les autres contenus, c'est que ça parle rarement de cinéma. Enfin, rarement. Un commentaire TikTok, bon, la plus-value, c'est rigolo, quoi. C'est pour rire, en réalité, c'est du divertissement. Sur YouTube, on parle plus de cinéma, il y a plus de réactions à des choses et tout, ça j'aime bien. Mais c'est TikTok, il y a une quantité je pense qu'il y a des milliers de commentaires par jour. Impossible, Twitter impossible. YouTube, je peux lire parce qu'il y a moins de gens forcément dessus et c'est plus niche. Donc ça, je peux lire. Mais sinon, si on arrête aux commentaires, on devient fou, quoi. Mais il y a des gens qui deviennent, pas fous au premier degré, hein, mais qui se sentent mal. Et je comprends, en réalité, je comprends. Il y a des gens qui arrêtent de parler de certaines choses parce qu'ils se prennent des vagues d'harcèlement à chaque fois et tout. Mais si on arrête, on les laisse gagner de manière générale, les gens méchants, les gens qui harcèlent, et c'est pas dans mes objectifs, quoi. Et moi, j'ai pris l'habitude, quoi. C'est pas au début, première fois, c'est bizarre. Ouais. On se prend une vidéo de quelqu'un ou plein de commentaires négatifs et tout, c'est bizarre. Mais après, c'est pas grave. Et moi, ma mentalité, c'est si la personne ne me connaît pas personnellement, pourquoi est-ce que je le prendrais personnellement ? Tu dis ça avec beaucoup de détachement, mais il t'est arrivé des trucs assez. Tu l'as dit publiquement, c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est que tu as été menacé, tu as eu des menaces de mort même. Oh, j'ai eu pire récemment, mais je peux pas en parler. D'accord. J'ai eu bien pire. Alors j'en parlais pas, mais on peut parler peut-être des menaces autres. Ça, alors je vais pas rentrer dans un truc dont tu n'as pas envie de parler. Mais sur les menaces de mort, tu en as déjà parlé, je trouve ça lunaire. Ouais, mais ça c'est. Comment ça se fait en fait que. Alors j'imagine que c'est parce que par ailleurs tu parles un peu de politique. Ah, mais j'avais des menaces de mort. T'as eu des menaces de mort sur le cinéma ? En fait, alors je vais dire un truc horrible, hein, mais c'est la base d'Internet un peu, quoi. Malheureusement, hein, mais en fait, si on n'assume pas que c'est genre le minimum syndical d'Internet, on va pas avancer, quoi. Mais oui, c'est horrible, surtout quand t'es pas habitué. Moi, j'ai des amis qui commencent l'influence, entre guillemets, sur les réseaux et tout, ils se prennent des menaces de mort et tout, surtout c'est pire chez les femmes, hein. Mais il y a ce truc où, en fait, oui,
Il faut l'accepter parce que Non, il faut pas enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Est-ce qu'on va porter plainte? Je vais mettre 10 plaintes à 10 personnes par jour. J'ai pas le temps, pas les moyens. C'est ingérable. Il me faudrait quelqu'un, un salarié qui mette des plaintes toute la journée. C'est pas possible. C'est pas normal. Il y a des gens qui vont te menacer de mort parce que t'as pas aimé Spider-Man 12. Ouais, par exemple. Mais ça, c'est le côté sympa. Si menace de mort pour le côté cinéma, ça va. Politique, c'est un peu plus sérieux, entre guillemets. Et peut-être un jour, il y aura un fou. J'en sais rien. Mais je refuse de vivre dans la peur de une. Et les gens qui menacent de mort pour le côté politique, c'est des gens que j'aime pas de base, donc je refuse encore plus d'être dans leur jeu. Mais surtout, je veux dire, il y a un moment, c'est un peu les dérives que font les réseaux sur les gens. Ça extrapole des comportements qui n'existent pas dans la vraie vie dans 99,9% des cas, quoi. C'est juste que c'est un peu les codes d'Internet aussi, malheureusement. Dire une menace de mort, c'est pas bien, hein, faut pas le faire, mais c'est devenu malheureusement, ça fait partie des codes, quoi. Et si on le prend de manière personnelle, c'est fini, on devient fou, quoi. Mais je comprends les gens qui le vivent mal, mais c'est logique. Mais j'ai pas le temps de le vivre mal de une. C'est pas possible. Parfois, quand t'es un peu fatigué, t'envoies 3, tu les screens, tu les envoies sur Twitter pour rigoler parce que les gens sont fous, quoi. Mais tu peux pas. T'as un avocat aussi, je crois, qui traite quelques. Ouais, il y a eu des trucs et tout. Non, ce qui s'est passé récemment, c'était beaucoup plus chiant. Mais je peux pas en parler légalement pour l'instant parce qu'il y a des vrais trucs qui sont en cours. Mais je continuerai quand même, c'est pas grave. Mais c'est de l'intimidation. C'est des infos privées, j'imagine, qui sortent, quoi. Alors, ça c'est sorti plein de fois. Ouais, ton Infos adresse. privées. Mais non, par rapport à là où j'habite, il se passait des choses qui n'étaient pas normales. Il y a des vrais trucs, ça déconnait à tous les niveaux de ce qui s'est passé, quoi. Et ça, il y a des vraies poursuites qui vont aller dans cette direction-là. Mais oui, ça fait perdre du temps. Et j'ai un avantage, je vis pas avec ma copine, j'ai pas d'enfant, et c'est un privilège. C'est-à-dire que je peux me permettre de dire des choses parce que personne ne sera entre guillemets en danger, quoi. Entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui menacent des parents, des amis, ça existe, bien sûr. Ouais. Des lettres, des trucs, ils viennent taguer des trucs racistes en bas de chez moi, et surtout pour les législatives. L'année prochaine, c'est marrant. J'allais t'en parler, c'est-à-dire que là tu parles de politique pas mal ces derniers temps. Il y a une période, tu avais arrêté de parler de politique et tu le disais d'ailleurs que finalement. Il y a deux choses. Il y a ce truc. Alors, je sais pas si j'ai vraiment réussi un jour d'arrêter, mais en fait, quand tu représentes une entreprise, quand tu es en CDI et tout, c'est peut-être un peu. Tu as envie de faire un peu plus discret sur ça, quoi. Maintenant, je suis à mon compte. Je m'en fiche en réalité. C'est pour ma pomme, quoi. Il y a pas l'entreprise qui reçoit. Parce qu'avant, ma boîte recevait des appels de gens, des mails, ce genre de trucs, des avis négatifs sur Google. Donc ça existe. Donc c'est un vrai truc. T'as été convoqué à ce moment-là ou... Non, les gens ils comprennent, quoi. Les gens ils comprennent. Donc ça va. Ils comprennent, ils sont d'accord, ils savent que je faisais les réseaux avant et tout, donc il n'y a pas de souci. Les gens sont super sympas, quoi. Les vrais, les professionnels, même il y a des marques, en fait, les gens, ils essaient de faire sauter mes partenariats tout le temps, quoi. Et les marques, elles se disent non, nous on soutient, il n'y a pas de souci, quoi. Toutes les marques, depuis le début. Il n'y a pas une marque pour l'instant qui m'a lâché à cause d'une sauce, quoi. Je veux bien Donc on va faire une parenthèse politique assez brève, mais quand même parce que ça te caractérise. C'est-à-dire que tu parles de cinéma, mais tu parles aussi de politique, donc on peut se dire, mais pourquoi il me parle de politique? Moi j'ai envie qu'il me parle de film. Pourquoi tu le fais? Alors, premièrement, parce que le cinéma est fondamentalement politique. On ne va pas tourner autour du pot à ne pas dire ce qu'on pense réellement, parce que c'est un peu malhonnête, je pense aussi. J'aime pas quand les gens... De toute façon, quand on lit ou on voit une vidéo de quelqu'un sur le cinéma qui parle politique, sur un film fondamentalement politique, on sait ce que pense la personne, c'est cramer à des kilomètres. Donc autant l'assumer. Et surtout, c'est le format court aussi. Je peux faire 5 TikTok sur le cinéma, 1 sur la politique, et puis on envoie. Ça a pas d'impact. Si t'es pas content, tu scrolles et c'est pas grave. Et justement, ça crée un truc où de toute façon, dès que je fais un post politique, je perds 1000 abonnés, quoi. Ah ouais? À chaque fois. Et tu fais beaucoup de vues, j'imagine. Ouais, ça dépend des contenus, mais je perds, plus le contenu est engagé, plus je perds des abonnés, et c'est ok. C'est pas grave, quoi. Mais c'est ça aussi le truc qui est important à comprendre, c'est que on a une chance d'avoir j'ai une chance d'avoir une voix, d'avoir des abonnés et tout, donc j'ai envie d'en parler. Et l'avenir m'inquiète un petit peu, donc j'ai envie d'être du bon côté de l'histoire aussi, quoi. L'avenir est très proche, puisque la présidentielle est quand même l'an prochain. Au début, tu disais que tu étais de centre-gauche, socialiste. En gros, tu disais que tu étais entre le macronisme et les écolos, mais pro-nucléaire. Ce genre de choses, ouais. Tu étais en gros un centriste libéral, centriste de gauche, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Libéral. Dis-moi si je me... Non, ça me semble juste. Ouais. Et aujourd'hui, finalement, en général, les gens, quand ils vieillissent, ils virent à droite. Toi, finalement, j'ai l'impression que tu vires plus à gauche, tu es plus proche de la France Insoumise. Je sais pas si moi j'ai viré à gauche ou c'est le spectre politique qui a viré intégralement à droite, plutôt. Je pense que mes positions restent un peu les mêmes, mais il y a un truc qui a fait un déclic, c'est voir les centristes s'allier avec l'extrême droite. Ça, je me suis dit, j'ai pas envie d'être associé à ça. Ouais. Pour moi, ça, c'est le no-go, quoi. Et effectivement, donc là, aujourd'hui en France, à l'heure où on se parle, tu as quand même l'extrême droite, l'extrême gauche, les réseaux avec des gens qui sont extrêmement énervés, agressifs, qui n'arrivent pas à se communiquer. Moi, dans la vraie vie, en fait, moi, j'ai des potes avec qui je ne suis pas d'accord politiquement, mais avec qui j'arrive à parler. Dans les deux sens, d'ailleurs. Enfin, Pas moi. Ah ouais? Non, moi, à la limite, c'est l'extrême droite.
Alors, ok. Pour moi, ça C'est une histoire de comment on définit aussi qui est quoi. Bah, moi, je peux définir aujourd'hui. Hein. À partir de là, moi, j'ai un ami, il me dit j'ai voté Retailleau, Éric Ciotti, etc. S'il me dit j'ai voté Xavier Bertrand parce que c'est le Nord, il m'a dit bon, ça va, ça reste une droite républicaine qui s'oppose à l'extrême droite régulièrement. Mais tous ceux qui font du pied à l'extrême droite de manière vraiment visible et sincère, qui considèrent, moi, c'est surtout le switch et les filles néofascistes, les deux extrêmes, ça me dérange. Okay. Ça me dérange, c'est ça. Et ça, tous ces gens-là, moi, ça m'intéresse pas. Non, moi, j'ai des amis qui sont allés, surtout des hommes en général, qui sont allés vers l'extrême droite. Moi, je leur ai dit, écoute, on peut en parler, mais moi, tant que t'as pas changé d'avis, moi, je veux pas. D'accord. Moi, ça m'intéresse pas. C'est surtout ça, c'est ça ma limite, quoi. Mais après, les droites, enfin, j'ai des amis de droite républicaine, moi, ça me dérange pas. Si on peut parler de retraite, d'impôts, de fiscalité, d'Union européenne, de nucléaire, ça serait magnifique qu'on parle que de ça, quoi. Mais la vérité, c'est que le monde, il a changé. Je pense que le spectre, il est beaucoup plus à droite qu'avant. Et ça, du coup, moi, je veux pas. Enfin, de toute façon, j'ai pas les mêmes valeurs qu'eux. Pourquoi je leur parlerais, quoi. C'est surtout ça. En tant que donc influenceur, puisque c'est le terme que tu as employé, qui parle de politique, avec la présidentielle qui s'annonce, il y a la possibilité que des partis politiques t'appellent pour que tu sois récupéré. Je dis toi, comme d'autres. La présidentielle va se jouer aussi sur les réseaux. Comment tu te situes là-dessus ? Pour toi, est-ce que pour la présidentielle, pour toi, c'est important de t'engager et tu comptes le faire régulièrement ? Est-ce que tu pourrais t'engager même auprès d'un parti ? Comment tu te situes par rapport à la présidentielle qui arrive ? On verra c'est quoi les circonstances de la présidentielle. On verra qui sont les candidats, comment ça se présente, et quel est l'enjeu majeur aussi de la présidentielle. Je veux dire, la discussion, elle a tellement changé en 10 ans sur ce qui était la priorité en France, qu'on verra comment ça se fait. Mais non, parti qui m'appelle, non. Par contre, moi qui appelle un parti, pourquoi pas ? Pour faire des trucs ou des choses comme ça, quoi. Mais ça dépend, parce que moi, je réagis à l'actualité, c'est un truc en plus que je fais, quoi. Mais oui, ça, c'est au cas par cas, quoi. Ça dépend de comment ça va se passer, ça dépend qui sera le candidat de quel truc, quels seront les candidats, quels seront les politiques et tout, ça dépend de 1000 trucs, en fait. Mais moi, s'il se passe un truc dans ce pays qui mène à une fascisation de ce pays-là, j'ai pas envie de participer à ça, quoi. C'est pour ça. Et tu as même envie de participer pour que ça n'arrive pas, c'est-à-dire que tu as envie de t'engager ? Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, non. Ouais, juste pour éviter ça, quoi. Parce qu'après, c'est compliqué de s'en sortir. Peut-être les Hongrois s'en sortent en ce moment, on verra. Mais ça, après 16 ans de Orban, par exemple, avec tous les outils qu'il a mis en place pour se faire réélire, il a fallu un sacré engagement de la population pour qu'il s'en sorte, quoi. J'ai pas envie qu'on galère à sortir quelqu'un du pouvoir, quoi. Moi, je préfère avoir une république plus parlementaire, quitte à ce que ce ne soit pas de mon avis politique, mais au moins c'est le peuple qui vote avec une vraie démocratie plutôt que des choses qui soient plus compliquées par la suite, quoi. Alors, effectivement, tu es engagé politiquement, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, et j'y vois comme une contradiction, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que tu es engagé politiquement, tu dis que le cinéma c'est forcément politique, mais en revanche, tout ce qui se rapproche des réseaux, le fonctionnement des réseaux, le fonctionnement des algorithmes, qui est comme une immense boîte noire, personne ne sait comment ça se passe. J'ai l'impression que ta conscience politique s'arrête à la porte des réseaux. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire les réseaux poussent les contenus courts et avoir une analyse politique derrière ça, alors que tu préfères les contenus longs. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, c'est le jeu. Hein. Voilà, c'est ça, c'est que tu acceptes les choses telles qu'elles sont, alors que tu pourrais dire non, je suis contre politiquement, je peux prendre la voix contre la réduction des durées des contenus, par exemple. Bah, en fait, ça dépend, parce que l'inverse se passe aussi. Maintenant, les contenus courts, ils deviennent de plus en plus longs. TikTok autorise... Ça dépend des plateformes, en fait. Ouais, ça dépend des plateformes. Instagram, ils ont une limite d'algorithme à 3 minutes. Voilà. Au-dessus, c'est moins référencé. En fait, c'est toute la discussion. C'est une vraie question. Effectivement, maintenant, quand on poste sur Instagram, il te dit « Attention, si c'est plus de 3 minutes, vous allez être moins référencé. » Qui décide de ça ? Pourquoi ? Ah, mais ça, c'est un vrai débat. Et de toute façon, est-ce qu'il faut laisser l'hégémonie à des boîtes américaines, chinoises, chez nous ? Ça, c'est un vrai débat, évidemment. Mais c'est comme quand tous les journalistes sont partis de Twitter, moi, ça m'a un peu énervé, quoi. Toi, tu y es, sur X, tu t'exprimes. Carrément. Ils sont partis il y a des années. Et je fais, en fait, on ne peut pas laisser le plus gros terrain, parce que Twitter, ça reste un terrain qui est beaucoup utilisé. En fait, ils sont partis parce que Musk a racheté Twitter, et c'est ce contexte-là. C'est ça, et ils poussent de plus en plus du contenu d'extrême droite, et sur la plateforme, ça a été confirmé par plein d'études et tout, donc ça c'est vrai. Mais en fait, on ne peut pas leur laisser ce terrain-là, et que ça devienne un jardin de l'extrême droite, et puis basta, quoi. Il faut aussi se battre sur tous les réseaux. Et moi, je ne suis pas en stratégie politique, hein, mais je pense qu'un homme politique doit aussi aller se battre sur toutes les chaînes qui existent, parce qu'elles font de l'audience, essayer de convaincre, essayer de parler sur tous les réseaux. C'est important d'être
présent partout aussi, surtout quand on fait de la politique pour propager aussi ses idées, quoi. On ne peut pas laisser un terrain full extrême droite à des gens, c'est pas possible, quoi. Même si le dirigeant, peut-être il y aura un autre dirigeant qui va remplacer Musk, bon, c'est l'homme le plus riche du monde, ça va être compliqué, mais peut-être il y a des gens qui vont faire ça va changer, il faut essayer d'être partout, quoi. Et moi je trouve que c'est à titre personnel, irresponsable que des journalistes quittent alors qu'ils auraient pu fact-checker, partager des données. Maintenant, et c'est ça aussi le problème, c'est qu'avant, heureusement qu'il y a l'AFP, ce genre de choses encore présent, mais je crois que les Césars, ils sont pas sur Twitter. En fait, à l'époque, si tu voulais savoir qui a gagné un César, tu allais sur Twitter, tu tapais le nom du truc, et c'était affiché en premier parce que c'est la rapidité de l'info qui pouvait être partagée en masse par des gros comptes qui étaient politiquement un peu neutres, entre guillemets, ou plus ou moins neutres, peu importe. Mais c'était une facilité de l'information qui existe de moins en moins à cause aussi, je pense, de l'absence des journalistes. Et l'équité, c'est pour aller sur Blue Sky ou Threads ou peu importe, c'est dommage, quoi. C'est le plus gros réseau où les gens ils peuvent poster mais en un fragment de seconde parce que c'est du texte et ils sont pas présents. Je trouve que c'est trop triste, par exemple. Donc je pense qu'il faut se battre un peu partout, quoi. Alors il y a eu récemment, il y a quelques semaines, une petite joute verbale, j'ai envie de dire, entre toi et Durandal. Autre créateur de contenu cinéma, parce que Durandal, donc, qui est un vieux de la vieille, qui existe depuis très longtemps. Ouais. Même avant moi, je crois. Je suis pas sûr. Il est vraiment il est dans le game depuis longtemps. Et en gros, il disait mes vidéos sur le cinéma, elles ont perdu un nombre incalculable de vues, alors que je fais à peu près la même chose, etc. Et toi, tu lui as répondu. Et donc lui, il disait, c'est parce qu'ils ont changé l'algorithme. Toi, tu lui as dit, c'est pas l'algorithme qui a changé, c'est toi qui évolue pas assez, il faut s'adapter au comportement, les gens, ils veulent des contenus plus courts, etc., etc. Est-ce que je résume bien déjà Ouais, plus ou moins, je pense que c'est un peu ça. En fait, moi, j'aime pas cette idée de toujours accuser l'algorithme, parce que, et j'adore Durandal, pour moi, c'est l'un des piliers, je l'aime beaucoup, il a l'air super, j'ai jamais rencontré, mais il a l'air super. Juste que j'aime pas ce côté où on critique quelque chose, parce qu'il parle souvent, il disait souvent, j'ai fait moins de vues que sur tel film et tout, mais en fait, peut-être les gens ils s'en foutent de ce film. Je sais pas, Insaisissable 3, les gens s'en foutent en réalité. Le grand public. À juste titre. Ah oui, à juste, je l'ai pas vu. Tu vois, je me suis rematé les deux d'avant, j'ai fait non, je vais pas voir le 3, c'est bon. Donc non, mais c'est ça aussi, au fait, parce que parfois on vit dans des bulles, surtout quand on est influenceur à temps plein. On vit dans une bulle où on a l'impression que tout le monde est fasciné par le cinéma. On a l'impression qu'on vit dans un truc où en fait tout le monde aime le cinéma, tout le monde va voir les films et tout. Le film, il a fait 12 millions au box-office dans le monde, et personne l'a vu. Donc il y a ça aussi, donc on est dans une bulle. Après, oui, il y a sûrement l'algorithme qui a dû changer un petit peu, mais pas au point de se dire, enfin les vues sur YouTube, elles ont drastiquement changé. Je veux dire, il y a 10 ans, les gens faisaient 300 000 vues sur un truc un peu lambda, quoi, parce que c'était le seul canal disponible. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les gens ils regardent plus YouTube en termes de durée de vidéo, parce qu'avant, les gens ils venaient sur YouTube, ils regardaient, est-ce qu'il a aimé? Oui, non, ok, c'est bon. C'est tout. Maintenant, ça, ils ont sur TikTok. Maintenant, YouTube, c'est pour les gens qui ont envie de développer, parler un peu plus d'une œuvre, ce genre de choses, quoi. Donc oui, il faut évidemment s'adapter. On ne peut pas vivre uniquement d'une manière de faire des réseaux sociaux. Et puis, toi, tu fais beaucoup de React, par exemple, maintenant. Sur les formats courts, sur les tops des gens, justement, c'est assez marrant d'ailleurs. Oui, c'est assez rigolo. Il y a d'autres évolutions que tu as senties là récemment, choses qui ont évolué sur les réseaux pour toi ou... Ça va trop vite. Non mais ça va trop vite, je sais même pas que... En fait moi je fais mes trucs, je n'ai pas cette méta-analyse du truc. Par contre ce qu'on voit c'est que oui, depuis TikTok, YouTube ça attire moins, depuis le Covid forcément parce que les deux sont liés, quoi. Mais c'est normal parce que les gens ils sont plus en train de scroller, mais même moi je regarde plus de TikTok que de vidéos YouTube comparé à avant. Donc les canaux changent, c'est différent et on ne peut pas juste vivre dans ce truc où constamment c'est la faute de l'algorithme. Oui peut-être c'est vrai, mais c'est peut-être aussi à nous de s'adapter à l'algorithme, ce qui n'est pas normal, je suis d'accord. Mais... Est-ce qu'en revanche, on peut parler de tous les films en 1 minute 30 ? Est-ce qu'il n'y a pas certains sujets qui nécessitent du temps ? Bien sûr. En fait, ça dépend de l'approche. Si c'est juste pour avoir l'avis et dire 2-3 phrases sur un film, bon, pourquoi pas, c'est un choix. Moi, quand j'ai fait ma vidéo sur plein de films, j'ai parlé 20 minutes du film Les Rayons et les Ombres, par exemple. Parce que je me suis dit, je ne vais pas en parler 2 minutes. Il y a tellement de choses à décortiquer, de choses intéressantes. Il y a tellement de débats, de polémiques et tout. J'ai vu la vidéo d'ailleurs avec Nastia Goulbeva. Ouais. Et, oui, aussi. Avec Jean Dujardin aussi. Moi, j'ai interviewé Dujardin et effectivement Nastia Goulbeva, les deux. Ouais. Et c'est hyper intéressant de ce point de vue-là aussi. Donc en fait, il y a des films qui nécessitent du temps, d'autres qui sont moins intéressants, on peut peut-être les faire plus vite. Mais en fait, c'est juste un choix éditorial aussi, quoi. Toi, tu fais tout en fait. Tu fais des formats très différents, effectivement. Tu fais du très long et du très court. En fait, ça dépend des forces de chaque format. Je veux dire, si j'ai envie de conseiller un film qui est en salle actuellement et que les gens veulent aller voir, juste le conseiller sans en parler en détail. TikTok, Instagram, c'est bien. Surtout des films un peu importants qui parlent, je pense à La Voix de Indrajab, par exemple, qui est sorti l'année dernière. Ça, sur YouTube, ça aurait fait 15 000 vues.
Je sais, j'ai fait une vidéo sur Put your soul on your hand and walk et Muganga et ça a fait 15 000 vues. Ouais. Ça intéresse beaucoup moins. Par contre, si des gens du grand public tombent sur un format court de moi qui parle de la voix de Indraja pendant 1 minute ou 2 ou 3, peu importe, j'essaie de faire 3 à chaque fois au moins. Oui, c'est une critique beaucoup moins intéressante, beaucoup moins développée, mais est-ce que l'objectif premier n'est pas atteint, c'est-à-dire intéresser les gens d'aller voir ce film en salle actuellement, par exemple. Maintenant, s'ils veulent l'analyse complète, moi je dis toujours, moi je suis la porte d'entrée de la cinéphilie pour beaucoup de personnes. Moi, mon public, c'est des gens qui aiment un peu le cinéma et des gens qui ne s'y connaissent pas du tout en cinéma et qui découvrent au fur et à mesure. D'ailleurs, les gens ils me disent ça souvent dans la rue, je ne suis pas fan de cinéma, mais je commence à m'y intéresser grâce à toi. Moi, je suis la porte d'entrée, ils vont voir mes TikTok, mes trucs, ils vont peut-être regarder un peu mes vidéos YouTube et ensuite, plus ils s'intéressent, plus ils vont découvrir d'autres films que j'ai pas le temps de traiter par exemple, plus ils vont aller lire des gens, regarder des gens bien plus spécialisés, des professionnels et tout. Moi, je suis une porte d'entrée et c'est à eux après de faire leur chemin, quoi. Et c'est ça aussi mon but. Et du coup, si c'est pour motiver les gens à aller voir un film en salle, le format court, ça a une portée bien plus grande et je pense plus impactante aujourd'hui que, je sais pas, un Inrajable, je vais faire 1,5 million de vues, peut-être, j'en sais rien, un truc comme ça, ou peut-être 1 million, disons, versus les 15 000 que j'aurais fait sur YouTube. Je préfère faire 1 million là, où je vais gagner même moins d'argent que le truc là, mais les gens vont y aller, quoi. En fait, c'est une question de choix aussi, et bah, moi aussi, je découvre au fur et à mesure. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la tentation du coup de parler uniquement des blockbusters, des grands films, où tu sais que les gens vont avoir un intérêt plutôt que le petit film polonais? Ouais, sur YouTube, c'est ça. Bah, mais c'est pour ça quand j'ai fait Les rayons et les ombres, je l'ai mis en tête de la vidéo, j'en ai parlé 20 minutes comme une critique un peu traditionnelle, et j'ai mis plein d'autres films dans la vidéo qui durent 1 heure, quoi. Ouais, tout à fait. Tu parlais de plusieurs films et tu avais mis effectivement un teaser de Rayons et les ombres et après tu les revenais mais assez tard dans la vidéo. Ouais, je le mets à la fin parce qu'en plus je spoilais et tout, donc voilà. Mais oui, en fait, j'essaie de trouver un équilibre. Maintenant, je pense que je l'ai un petit peu. Je vais parler d'un gros film comme Hamnet et j'aurai, je sais pas, 15 autres petits films à côté. Ça intéresse ou pas les gens. En général, les gens, en plus, ils regardent toute la vidéo. Donc même si les films qu'ils connaissent pas, parfois ils skippent un petit peu, on le voit dans le watch time. Parce que c'est un public de fans, je pense, qui cherchent des contenus pointus aussi, peut-être plus que... Ouais, après ça reste limité parce que ça reste de 3 minutes sur un film en réalité, mais c'est pour en parler un petit peu. Et quand un film nécessite plus, bah, j'en parle plus, quoi, par exemple. Ça dépend juste, mais il faut juste, sur YouTube c'est compliqué parce que les gens doivent cliquer sur la vidéo, et ça déjà c'est... Moi il y a des gens qui me suivent sur les formats courts qui n'auraient jamais de leur vie cliqué sur l'une de mes vidéos YouTube, quoi. Jamais. Pourquoi, à ton avis ? Parce que ça les intéresse pas le cinéma, ou telle critique, ou tel truc, ou telle vidéo. Le public YouTube, il est un peu plus niche, forcément. Le public short, il est grand public. Enfin, je veux dire, les gens qui s'intéressent au cinéma, même si on a un grand pays de cinéma, ils restent limités. Parce que la démarche n'est pas la même. C'est-à-dire, sur YouTube, tu vas chercher un peu plus les contenus que sur TikTok, où en gros, tu fais défiler. Et encore, chercher les contenus, la majorité des vues sur YouTube sont de l'écran d'accueil. Bien sûr. Mais voilà, j'essaie par rapport à TikTok, mais effectivement. Bien sûr. Et surtout, le truc qui est trop bien avec TikTok, c'est que du coup, les gens commencent à s'intéresser à des sujets qui jamais ils ne les auraient intéressés de leur vie, quoi. Et c'est ça qui est bien. Ouais. J'ai une petite question, parce qu'on a parlé de plusieurs créateurs de contenu. Les autres créateurs de contenu, particulièrement ceux de cinéma, c'est quoi? C'est des concurrents? C'est des camarades, des collègues? Non, moi j'ai toujours dit, plus on est, mieux c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, on le remarque sur YouTube, à l'époque, il y avait beaucoup plus de critiques cinéma, on faisait tous beaucoup plus de vues. Maintenant, il y a moins de gens, on fait moins de vues. Donc il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du débat, de la discussion et tout. TikTok, pareil, plus on a, mieux c'est. Parce qu'il y a un entrain qui se crée. Il y a quelque chose, une dynamique où on se dit, ok, et c'est comme le cinéma, hein, plus il y a de bons films en salle qui sortent, plus les gens vont en salle, au fait. Et il y a cette dynamique aussi. Si les gens vont en salle et qu'ils ont aimé l'expérience, ils vont y retourner plus facilement. Exactement, ils disent, ah bah qu'est-ce qu'il y a d'autre en salle, il y a tel truc qui sort, génial. Et non, je pense que c'est pas des concurrents. Après, il y a une concurrence avec soi-même et l'algorithme, parce qu'il faut sortir les vidéos en premier et tout. Et si tu sors ta vidéo plus tard, bah oui, t'es pénalisé parce que les gens vont pas se taper 3-4 vidéos YouTube, d'accord, en soi. Mais bon, la compétition, ça aide aussi, c'est une bonne chose, ça motive. Mais surtout qu'en fait, plus on est, mieux c'est pour tout le monde. Et moi, je suis content de la trend, justement, où les gens donnaient les top 10. Il y a des gens, ils n'ont jamais parlé de cinéma de leur vie, même des gens, des influenceurs connus, ils ont fait un top 10 de films. C'est trop bien, parce que le but, moi, mon objectif, c'est que les gens s'intéressent au cinéma. Peu importe la porte d'entrée, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre ou quoi. Du moment qu'ils s'intéressent, du moment qu'ils sont passionnés, du moment que ça crée un truc, cette étincelle qui s'allume, moi, j'ai fait mon travail, quoi. Donc, je suis content. Il y a plein de créateurs de contenu qui t'aiment pas. Bien sûr. Tu en joues un peu, c'est un peu ton personnage aussi, le mec qui donne son avis. Est-ce que ça t'affecte? Est-ce que des fois tu as eu des embrouilles sévères avec ça ou comment... Sévères, non. Ouais. Avec d'autres, non. Sévères, non. Je pense pas. Enfin, ça reste sur je Internet. Me rappelle, pour en prendre un exemple, non. je me rappelle quand Inoxtag a sorti Kaizen, tu as fait une vidéo où en gros, ce que tu disais sur le film d'Inoxtag, Kaizen, tu disais que tu n'avais pas aimé, que c'était plutôt un ego trip, que ça relevait moins du cinéma que du vlog, et que dans l'ensemble, il se faisait plaisir lui, et il y a tout un tas de critiques, j'invite les gens à regarder ta vidéo. Ouais, carrément. Et pas mal de gens ont mal perçu ça. Avec le recul, tu assumes tout ce que tu as dit, qu'est-ce que tu en penses ?
Non, carrément. Alors, c'est marrant parce que j'aurais peut-être dû couper certains trucs qui étaient répétitifs, mais en termes de qualité de vidéo, quoi. Mais pareil, voilà, séance de 23h, tu sors, je me suis couché à 6h pour sortir la vidéo et ça a bien marché. Donc, c'est un peu les problèmes. Parfois, on fait des vidéos tard la nuit, on se rend compte, il y a des vidéos, je me dis, en vrai, c'est pas dingue, mais il faut que je la sorte. Et à chaque fois que j'ai raison, ça cartonne, quoi. Donc, Inoxtag, t'as pas eu de retour de lui? Si. Ah ouais? Ouais, si. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est en privé, donc je vais pas. C'est un message privé. Mais je crois qu'il en a parlé en public aussi. Il a dit c'est son avis. En public, il a dit c'est son avis, etc. Mais lui, depuis, il s'intéresse au cinéma, hein, j'ai l'impression. Je dis pas que c'est grâce à moi. Hein. Non, mais je rigole. Mais non, mais ces trucs, bah tant mieux. C'est le but. Moi, et quand il fait maintenant, quand il parle de ciné, trop bien. Moi, je veux que tout le monde parle de ciné. Oui, j'ai pas aimé Kaizen. Bon, allez. Mais moi, si tout le monde peut parler de ciné, c'est l'objectif. Si ça peut motiver des gens à faire leur Interstellar dans 10 ans, bah trop bien, en réalité. Alors, mais j'ai dit le mot interdit. T'as dit Interstellar? J'ai dit Non, pareil, alors effectivement, j'en parle, je comptais même pas en parler parce que chaque fois ça revient. Mais parlons-en. Ce que tu dis sur Interstellar, c'est pas seulement que t'as plutôt pas forcément aimé le film, même si de manière générale, en fait, t'aimes plutôt bien certains films de Nolan et d'autres non. Mais tu dis que, en fait, la base du truc, le départ du truc, c'est que c'est le film le plus cité des mecs de ta génération, quoi, de la génération. Je crois que sur Letterboxd, c'est le top 1 tout court, et c'est le top 1 chez les hommes aussi. Et et ça, en fait, quand j'ai commencé à réagir au top des gens, mais je crois qu'il y a dû avoir 2-3 vidéos où il y avait quelqu'un qui avait en top 1 Interstellar, et c'est devenu un truc un peu boule de neige de la part des gens. Mais oui, moi c'est un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très divertissant. Si un jour il repasse en IMAX 70 mm, j'irai, mais sans problème, quoi. Comment ça se fait que, alors du coup, ça te caractérise beaucoup? Parce que justement, il y a plein de gens qui te dès que c'est devenu un mème un peu. Radiel le gorilla qui parle d'Interstellar, c'est un mème. Non, mais carrément, c'est un mème. J'entends ça dans la rue tous les jours. Non, en fait, c'est les gens, en fait. Parfois, il y a des trucs, mais il y a des choses lunaires. Hein. J'avais fait une vidéo sur ça n'a rien à voir, mais sur justement Mia Khalifa qui parlait de ses films préférés. Et j'avais dit, c'est pas sympa de toujours parler de son passé. C'est comme si moi j'ai bossé un peu à Monoprix, vous m'appelez le mec de Monoprix. Ils m'ont appelé le mec de Monoprix pendant 1 an. Okay. Sur une petite phrase comme ça. C'est la culture Internet, ça. Voilà, c'est la culture Internet. Donc, maintenant ils ont un peu arrêté, donc ça va. Mais c'est la culture Internet. Et Interstellar aussi, ça s'effrite un peu, quoi, au fur et à mesure. Mais c'est la culture Internet. Moi j'ai fait 2-3 réacs où Interstellar était top 1. Et je dis toujours, c'est les films préférés des gens qui regardent pas beaucoup de films, surtout les hommes, mais c'est général, quoi. Même là, je suis arrivé à Brut, le premier truc qu'on m'a dit, c'est ça. C'est Interstellar? Oui, c'est ça. Et après, ils t'ont branché sur la VF et la VO? Non, pas encore. Et alors, moi, c'est marrant parce que j'ai regardé, on peut en parler, j'ai regardé le ciné-club là, de Combini, là, dans le vidéoclub de Combini, que j'aime bien, hein, d'ailleurs, à titre personnel. Et dans ce vidéoclub, il y a un moment un peu lunaire. En gros, tu dis, il faut regarder plutôt les films en VO. Tu dis, en fait, il faut avoir la possibilité de regarder les films en VO sous-titrés. Et qu'il n'y a pas assez cinéma, surtout. Au cinéma, et qu'il n'y a pas assez de cinéma en France où c'est possible. Et ça s'est transformé en tu veux assassiner les doubleurs de VF. Ouais, je confirme. Voilà. Non, oui, en fait c'est ça. En fait, j'exagère un petit peu, j'abuse un peu sur ça aussi. Hein. Je fais un peu de rage bait sur ça aussi. Bien sûr. Mais oui, parce qu'en fait, il y a un vrai problème. En fait, je ne m'en rendais pas compte quand j'habitais à Paris, parce que Paris, il y a la VO partout. Tu pars à Lille, il y a la VO dans Lille. Tu vas aller voir un film en dehors de Lille parce que X ou Y raison, la VO, ça devient compliqué. Et de toute façon, il n'y a qu'un tiers des cinémas qui proposent de la VO. Après, il y a un tiers des cinémas, c'est des petits cinémas, ils n'ont qu'une séance, ce genre de trucs, et ils vont mettre de la VF. Et je trouve que c'est dommage de ne pas donner l'accès à tout le monde à la version originale, qui est la version la plus proche de ce que l'auteur voulait. Ça trahit aussi, il y a des sous-titres. On ne comprend pas la langue, on ne comprend pas le coréen, compliqué. Mais ça trahit moins. C'est ça le plus important. Et ça serait bien qu'il y ait un accès à tout le monde. Et de l'autre côté, en France, on a une culture du doublage très forte. Moi, j'appelle ça la secte. Pour les taquiner, moi je dis qu'ils sont plus fans de doublage que de cinéma. Ils vont voir des films pour le doublage plutôt que pour le film. Et c'est ok en soi. Mais c'est pas le même film, c'est pas la même ambition, c'est pas la même idée derrière. Et oui, moi c'est un combat que je continue un peu pour rigoler. En même temps, parfois il y a des films que je dois voir dans ma région qui sont pas du tout disponibles, même dans le cinéma en VO, quoi. Donc je vais en Belgique. Il y a un argument qui est souvent peu évoqué, mais je crois que, peut-être que je me trompe, mais je suis quasi sûr, que Hitchcock défendait en fait les versions doublées, parce que pour lui, en fait, quand tu as un sous-titre, déjà esthétiquement, en fait, une partie de l'image, il y a du texte, alors que tu as le réal quand même qui a bossé l'image. Donc et par ailleurs, ton œil, au lieu de regarder l'image, il est en partie pris par la lecture du texte. Donc on peut imaginer que la VO non sous-titrée, c'est l'idéal, mais il faut parler... Ouais, il faut parler toutes les langues, quoi. Mais il y a quand même cet argument qui peut faire sens. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes la VO sous-titrée, du coup, tu lis.
t'es pas concentré à fond sur l'image. Mais je pense que c'est un truc d'époque aussi, parce qu'à l'époque, tout était doublé. J'exagère quand je dis tout, mais les films étaient doublés en réalité. Ils faisaient la scène, ils faisaient des acteurs internationaux, ils parlaient parfois même pas la même langue sur le plateau, et tout était doublé. Donc c'était moins choquant d'avoir du doublage partout. Maintenant, les prises, pas toutes, hein, il y a ce qu'on appelle le ADR, donc c'est du doublage même d'acteurs, surtout par exemple Nolan, il le fait souvent, parce que les caméras IMAX sont trop bruyantes, elles étaient trop bruyantes à l'époque. Maintenant ça va apparemment, et il fallait refaire la scène parce que sinon on n'entendait rien. Donc, c'est des vrais trucs. Tout le cinéma italien, c'est de la post-production en fait. Ouais, Les voilà, voix mais sont faites, même beaucoup du cinéma français de l'époque. J'ai revu Z récemment. Gavras, Ouais, Que ça et donc avance. c'est particulier parce que tu dis, surtout quand tu as la version remasterisée, tu as la belle image, en même temps tu as le doublage par-dessus qui colle pas vraiment à la scène, c'est particulier. Mais du coup, c'est notre époque, je pense. Et l'argument de on regarde le bas et tout, en fait, ça devient. Peut-être, je sais pas, je lis super bien, je n'en sais rien, mais ça devient un automatisme assez rapidement. Oui, le premier film en VO, on s'est tapé 20 ans de VF, le premier film en VO, il sera dur. Le deuxième, ça commence à aller, le troisième, et tout le monde me dit ça dans la rue, quoi, parce qu'il y a plein de gens, en fait, ils connaissent même pas l'option de la VO, parce qu'en fait, quand on grandit, avant, sur numéricable, fallait passer, c'était compliqué de mettre la VO sur la télé, c'était même impossible parfois, sur plein de choses comme ça. Moi, je viens de la culture d'Internet. Moi, j'ai découvert le cinéma via Internet. Il n'y a pas de VF sur Internet. C'était la VO, il fallait se battre pour trouver des sous-titres. Et ensuite, il fallait les ajuster par rapport à ce que dit l'acteur. C'était un enfer. Maintenant, tout est automatique, il trouve les sous-titres et tout en général. Donc ça, c'était un vrai truc. Mais aujourd'hui, Canal, Netflix, l'option de base, c'est la VF, quoi. Ouais. Et les gens, ils n'ont pas ce réflexe de switch, quoi. Et ça arrive partout, parce que maintenant, il y aura le doublage en IA, donc il y aura encore plus de VF ou de V n'importe quel pays, partout. Netflix, ils ont aussi globalisé le doublage de manière générale. Maintenant, sur Netflix, il y a 35 doublages, quoi. Et les gens, ils regardent surtout des téléfilms en VF ou n'importe quelle autre langue, quoi. Et ça, c'est dommage. Moi, j'ai réfléchi un peu, je savais qu'on allait se voir, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui m'énerve, moi? Parce que Ouais. toi, donc, c'est la VOVF, Interstellar. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'énerve, je voudrais t'en faire part, c'est les vieux films. Ouais. Maintenant, quand je parle avec des gens des vieux films, ils me parlent des films des années 80. Ouais. Alors, effectivement, ils sont vieux, les années 80, c'est longtemps. Mais pour moi, un vieux film, c'est les années 30, en fait. Ouais. Alors, je te pose la question, c'est quoi un vieux film? Ouais, 30, c'est pas mal. Ouais. 30, c'est pas mal. Mais Capra, Lubitsch, tout ça, ouais, ça c'est un 30, vrai c'est vieux pas film. mal, mais même, je pense que c'est déjà le switch à la couleur, évident. Pour moi, il y a deux trucs. Il y a le switch au son. Déjà, demander à quelqu'un de regarder un film muet aujourd'hui, compliqué. Oui et non, parce que les Chaplin, en fait, les Chaplin, en fait, quand on est enfant, franchement, ça se mate facilement. Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est du slapstick, c'est du cinéma burlesque exactement, qui passe ouais. bien. Alors, regardez un film qui n'est pas une comédie, même s'il y a des thématiques hyper, c'est un peu plus compliqué, quoi. Parce que c'est une culture qu'on a un peu perdue. Le Ouais. passage à la couleur, c'est un gros truc aussi. Donc, voilà, années 50, 60 et tout, c'est démocratiser la couleur dans le cinéma de manière générale, même un peu avant en réalité. Il y a ces deux trucs-là. Quand on dit à quelqu'un du grand public en général, parce que les cinéphiles, en fait, années 30, 50, Ouais. 10, c'est moins un problème. Mais le grand public, moi, l'exemple que je donne toujours et tout le monde le donne, c'est 12 hommes en colère. Et c'est la porte d'entrée parfaite. C'est un huis clos, c'est facile, ça dure 1h20, c'est en noir et blanc, ils ont l'accent, le transatlantic accent de l'époque et tout, c'est nickel, et ça crée un truc qui change les gens. Ils disent, ah, le vieux cinéma, c'est quoi, 54 Je ne sais pas exactement l'année, mais oui. Voilà, oui. il y a un truc, et ça c'est une porte d'entrée. En fait, il faut juste donner des portes d'entrée aux gens par rapport à ça. Je sais pas si on regarde... Mais moi, je veux dire, moi, je suis un gros fan de Capra, Lubitsch, Billy Wilder. Lubitsch, allez, années 40, To Be or Not To Be, en fait, pour moi, il a effectivement mieux vieilli que certains films des années 80. Ouais. En fait, c'est une histoire de rythme. Après, il y a des trucs bizarres, genre maintenant, quand tu regardes les films des années 80, même 90, des fois, tu as le générique du début, tu dis putain, c'est interminable. C'est interminable. Ouais, c'est trop bizarre, ouais. Ouais, Mais- ça fait bizarre aujourd'hui. Mais pareil, j'ai revu It's a Wonderful Life de Capra, là, que j'ai Exactement. conseillé récemment, Voilà. et le rythme est impeccable, quoi. Exactement, ça a bien vieilli, en fait. Ça a super bien vieilli. Les C'est diffusé à acteurs- la télé américaine à chaque Noël. Ouais, c'est leur film de Noël. Ouais. Il y a une prestance dans l'acting qu'on a un peu perdu parce que maintenant, avant c'était plus théâtral, c'était peut-être pas le terme le Ouais. plus approprié. Mais James mais- Stewart est bon, effectivement, il est assez naturel. Ouais, et puis j'ai découvert Mr. Smith Goes to Washington, qui est pareil. C'est une histoire comment dire, de New York, grosse Miami, tirade, de monologue et tout. Il y a un truc par rapport à ça, mais les gens se rendent pas compte. Après, il y a des trucs un peu bizarres aussi, qui font qu'aujourd'hui, on a plus cette approche, on a une approche très réaliste aujourd'hui au cinéma dans beaucoup d'œuvres, et les gens ils cherchent aussi le réalisme, ce qui est pour moi une bêtise. Alors qu'à l'époque, ça fait très on a plus peut-être cette culture des vieux films comme ils ont aux États-Unis sur c'est quoi, TMC, Turner Movie Classics, ce genre de choses. On n'a plus trop ça parce qu'il y a des gens, on scrolle plus, j'allais dire on scrolle plus, Ouais. on zappe plus à la télé. Et ça, c'est un vrai truc parce que moi, je fais la remarque, c'est comme ça que j'ai développé ma culture cinéma en regardant des vieux films. Moi, It's a Wonderful Life, je l'ai vu à la télé Oui. sans me rendre compte que je l'ai vu.
Et quand je l'ai revu des années après, je fais ah putain c'est ça, et ça m'avait un petit peu marqué, et ce genre de choses. Il y a plein de films que je redécouvre, je me dis mais en fait j'ai déjà vu, je connais cette histoire, pourquoi ça me dit un truc, parce que je l'ai vu à la télé et tout. Et quand moi ce que j'aime bien faire quand je suis à l'étranger dans les hôtels, c'est d'allumer la télé et voir s'ils ont pas une chaîne de films classiques quoi. Et j'ai vu un film en Bosnie avec Christopher Lee je crois, qui s'appelle La Gorgone, enfin un truc Alors, que j'aurais. Christopher Lee, je vois, la Gorgone, je vois pas. Ouais, je crois que c'est La Gorgone ou Et la un Bosnie, encore moins. un truc comme ça, et j'aurais jamais vu de ma vie, je pense. Ouais. Et bon, je suis arrivé en plein milieu du film, j'imagine, et tout. J'aurais jamais regardé, mais c'est une question d'habitude. Et c'est vrai que bah, ils ont une manière de parler, il y a une manière du montage aussi. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de mouvement de caméra, ça c'est beaucoup venu avec Orson Welles et tout, avec Citizen Kane. Ouais. C'est très plan-plan, quoi. Et ça, c'est bizarre aujourd'hui, quoi. Parce que maintenant, c'est devenu un peu plus extravagant, entre guillemets. Il y a beaucoup plus de mouvements, ce genre de choses. Et c'est que. Les Marvel, il n'y a pas un plan qui dure plus de 3 secondes. Ouais, c'est ça. Aussi. Bon, ça peut très mal vieillir, hein, les Marvel. Hein. Oh, bah, ça S'il faut vieillit déjà très très mal. Voilà, mais dans 30 ans, quand on regardera The Avengers, moi je pense qu'on trouvera ça ringard de fou. Mais je pense même maintenant, hein. Parce que même Joss Whedon, c'est une époque bien précise de comment on écrit des choses et tout, dans l'écriture aussi, mais dans la mise en scène. Mais oui, il y a des films qui sont intemporels. Après, le truc, c'est qu'il y a aussi ce biais des vieux films. C'est-à-dire qu'on a sauvé de notre mémoire et du cinéma que les bons. Bien sûr. Il y avait donc on va aussi sauver de notre histoire les bons films quoi. Après Avengers on peut parce que ça a marqué la pop culture. Il y a des films qui ont marqué la pop culture. On va s'en rappeler. Il y a quand même toute une époque de films avec Stallone, Schwarzenegger qui sont vraiment pas bien quoi. Pourtant on s'en rappelle parce qu'il y avait une dualité, il y avait un conflit, il y avait un truc de pop culture. Pourtant ils sont pas bien, mais on s'en rappelle quoi. Et puis il y a aussi un truc en vrai, c'est que les gens ils aiment les films qu'ils ont vus petits quoi. Oui, bien sûr. Et que donc finalement, les films des années 80, c'est ceux qui ont 40 ans et quelques maintenant qu'il est. Et puis ça sera ceux des années 2000 plus tard. Voilà. Ouais, et puis on commence à voir cette. Même dans le cinéma, hein, il y a la nostalgie des années 80, Stranger Things, tout ça, mais on commence à voir la nostalgie du début de YouTube. Et maintenant, c'est les millénials qui écrivent et font des films. Et moi, j'avais vu un film qui s'appelait Didi, si je ne dis pas bêtise. C'est le premier film que j'ai vu, je crois, qui parlait de la nostalgie de YouTube. On a vu la nostalgie des cassettes aussi un petit peu en France et tout, mais là, c'est la nostalgie des premières vidéos YouTube. Et ça, c'est bizarre à voir au cinéma, parce qu'on dit ça que en fait, le mec, il a vécu ça, c'est son rite initiatique, il parle de ça, et c'est tout nouveau. Et du coup, mais moi, je connecte avec ça parce que j'ai pas vécu la même chose que lui, mais j'ai vécu l'arrivée de YouTube et ce genre de choses. Et ça, c'est intéressant. Début des années 2000, quoi. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui est né, ma génération, 95, 92, quelque chose comme ça, où ils ont vu toutes ces choses-là. Il y aura la nostalgie des films des années 90 bientôt. Il commence à avoir la nostalgie des années 2000, avec la musique, surtout la musique pop de cette année-là, qui a beaucoup marqué. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui vont revenir. La nostalgie de l'époque, et surtout, en fait, nous, on a grandi avec des films français vieux. Il n'y a pas de problème à regarder des vieux films français. Les gens, ils n'ont pas ce blocage. Beaucoup de comédies, certes, mais ils n'ont pas de... Combien de gens nous parlent de lutte filée ? Les comédies, c'est pas ton truc. Non, compliqué. Même t'as dit Astérix 2 surcoté. Ils sont Cléopâtre, ouais, un peu surcoté, ouais. Je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé, hein, c'est très bien. Mais c'est que c'est un peu long et tout. Je vais pas rentrer dans le débat là, mais c'est que j'ai un peu du mal avec les comédies de plus en plus. Les comédies françaises ou les comédies en général ? En général, ouais. T'es un mec dark ? Non, c'est pas ça, c'est juste que pour moi, les comédies, c'est un genre qui est très dur à faire. Bien sûr. Qui a moins de mise en scène aussi, je trouve, de manière générale, parce qu'il se repose plus sur le dialogue, les punch, tout. Moi, la mise en scène, ça m'intéresse aussi, quoi. Et c'est rare d'en trouver qui sont un peu folles, avec des concepts cool et tout. Sur Cléopâtre, c'est un bon exemple, parce qu'ils ont quand même bâti de super trucs, il y a des idées de mise en scène et tout, donc ça va, quoi. Mais en général, ça reste assez simple, parce qu'ils ont d'autres forces, ces films-là, quoi. Donc ça m'intéresse moins. Mais ça dépend, parce qu'il y a plein de films. Et j'ai peur, revoir Début de Funès, j'ai un peu peur d'être un hater. Rabbi Jacob, en fait, tu le regardes comme un De Funès, quoi. C'est hors temps. Ouais, mais est-ce que c'est bien, du coup ? Ah, Rabbi Jacob, c'est bien. Ouais, moi j'ai peur de le revoir. Moi, je l'ai vu comme tout le monde quand j'étais adolescent, j'ai bien aimé, ça m'a fait rire, mais j'ai peur de le revoir, j'ai pas envie d'être un rageux. Donc il y a des films comme ça où j'ai un peu peur de les revoir en me disant peut-être je vais être un rageux, ça va détruire une image d'un truc et tout. Mais ça, c'est des vieux films, entre guillemets, pour beaucoup de personnes, pourtant ils ont grandi avec, quoi. Là, dans mon Red Ciné Club, j'ai La Grande Illusion de Renoir que j'ai mis dans le top, c'est un film des années 30. Je pense qu'il se regarde nickel aujourd'hui. Les Sentiers de la Gloire. Je trouve que le jeu des acteurs a vieilli de la règle du jeu de Renoir. Je trouve que tu sens que les acteurs jouent différemment. Depuis longtemps, ouais. Ça, faudrait que je le revoie. Ou même Arletty, tu vois, Les Enfants du Paradis, Jacques Prévert, machin. Il y a un truc, le jeu des acteurs, en fait, on se rend pas compte, mais c'est assez marqué, en fait. Mais comme les Américains, hein, de ce point de vue-là. Mais après, ça dépend ce qu'on appelle marqué, ce qu'on veut dire. Je veux dire, Les Sentiers de la Gloire, je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est ça, c'est 57, un truc comme ça. Ça a super bien vieilli. Mais pour moi. Tu parlais des youtubeurs, et dans ta vidéo sur Kaizen d'Inoxtag, tu le disais. En fait, c'est vrai. À l'heure où on se parle, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas un vrai youtubeur qui a cartonné au cinéma. En France, non. Ouais, on va trouver quelques exceptions, Hakim Djemili, mais il n'a pas vraiment cartonné. Est-ce que c'est un youtubeur ou plus un... Voilà. En fait, il n'y a pas le switch qui se fait de YouTube. Est-ce que c'est un hasard qu'il n'y ait pas un youtubeur qui est vraiment cartonné au cinéma aujourd'hui, en 2026, quoi ? En France, il n'y en a pas. Hein. Enfin, ça dépend. Est-ce que Florent Bernard, c'est un peu un youtubeur ? Nous, les Leroy, il a fait. Ouais.
Ouais. Et ça dépend, en fait, ça dépend ce qu'on appelle youtubeur. Et cartonné, ça dépend aussi ce qu'on appelle cartonné. Ouais, aussi. Mais par exemple, les deux Australiens, les frères Philippou, avaient une chaîne d'action YouTube, ils ont fait Talk to Me, qui est un vrai carton, ça fait 100 millions au box-office. Ils ont sorti l'année dernière Bring Her Back, Substitution, qui doit faire 50 millions aussi, avec un budget ridicule. Eux, c'était des purs YouTubeurs qui ont fait la transition au cinéma directement. Cette année est sorti Iron Lung de Markiplier aux États-Unis. Ouais. Ça a fait quoi, 40-50 millions au box-office pour un Ouais, budget lui, c'est de 3 millions. l'exception. Ouais, mais eux, c'est des youtubeurs qui font la transition au cinéma directement. Nous, en France, j'ai l'impression que YouTube, c'est parfois une sorte de tremplin pour faire du stand-up, de la comédie, ce genre de truc. Et c'est dur de passer de youtubeur à réalisateur ou acteur, ce genre de truc. C'est très compliqué. Alors qu'il y a beaucoup d'acteurs qui étaient en fait chroniqueurs à Canal+, dans les années 90, Ouais. 2000, qui sont devenus des acteurs connus. Ouais. Attends, Jamel, il a commencé, il était sur Canal. Ouais, Quoi. carrément. Est-ce que c'est juste une histoire de temps ou est-ce que c'est en fait parce que l'objet YouTube est en fait différent de l'objet cinéma? Alors, c'est différent, c'est clair et net. Il y a un truc, les gens disent, ouais, mais les réseaux alternatifs, les réseaux sociaux, tout ça, c'est différent. Il y a une portée forte et tout. Oui, il y a une portée forte. Je veux dire, je sais pas, un Canal quotidien, ça fait plus d'audience que la très grande majorité de vidéos YouTube. Le choix quotidien, c'est faire 1,5 million tous les soirs. Faire 1,5 million même de vues. Imagine sortir une vidéo YouTube qui fait 1,5 million tous les jours. C'est un truc de fou. Ça n'existe quasiment jamais en France, je parle. Donc il y a quand même une force de la télévision qui reste là, avec des codes différents et tout. YouTube, il y a un manque d'éthique, entre guillemets, et de code, et c'est pas grave, parce que justement, ça donne une liberté différente. On fait pas la même chose, et ça. Mais du coup, on a, dans la majorité des cas, moins d'audience. Et il n'y a pas une production qui peut sortir un quotidien par jour, quoi. C'est hyper compliqué. Mais ça cartonne. Et du coup, il y a ce truc où on découvre des gens qui peuvent faire des sketchs et tout. Bah, surtout la comédie. La comédie, c'est la télé, le stand-up, l'acting. C'est une transition naturelle de tout ça, quoi. Mais passer de, je sais pas, réaliser des vidéos YouTube à réaliser des films, c'est plus compliqué. Et qui cartonnent, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il y en a qui tentent des trucs. Il y a plein d'avant-premières de vidéos. Maintenant, je crois que c'est MK2 qui distribue les youtubeurs. Des youtubeurs du monde entier d'ailleurs en France. Le MK2 Ciné Club. Et eux, bah, ils font des avant-premières parfois dans toute la France de certains projets. Bon, le Kaizen par exemple, tout qui a fait 300 000 entrées. Ça a cartonné, 300 000 entrées. Oui, bien sûr. On a fait comme ça. Mais du coup, c'est pas une obstacle le réalisateur. C'est pas grave en soi. Mais il est acteur, producteur et tout. Mais de faire le switch et maintenant, il retourne faire des vidéos. Et c'est OK. Mais juste. Qui a fait ce switch? Les frères Philippou, qui ont fait le film d'horreur. Palma Show peut-être. Ouais, mais pareil, ils sont passés à la télé aussi après. Ouais, c'est surtout la télé. Il y a une transition quand même qui s'est faite. D'ailleurs, ça m'intéresse parce que quel regard tu portes sur la télé, toi? Imagine, je te dis, c'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs, une chaîne te contacte et dit, bah, tiens, on peut te donner une émission. Est-ce que tu ferais ça ou est-ce que tu dis, bah non, moi je suis sur les réseaux et j'ai pas envie de faire de la télé? Ce n'est pas arrivé, enfin pas au point, peut-être des interventions et tout, c'est déjà arrivé. En fait, ça dépend. J'ai pas envie de venir faire 3 minutes dans un truc. Donc ça, j'ai toujours dit, parfois on me dit, ah, viens faire tel truc et toi, combien de temps? 3 minutes. Ça m'intéresse pas. En fait, pourquoi? Alors que moi, je vais parler 3 minutes dans TikTok et peut-être ça fait 1 million de vues alors que je peux. C'est juste pour, voilà, c'est sympa et tout. Tu avais même refusé TPMP, tu avais invité, tu avais dit que tu avais refusé. Ouais, puis alors ça, premièrement, Hanouna. parce que TPMP, et le sujet n'était pas du tout cinéma, c'était fondamentalement politique, et j'allais me faire assassiner. Et la télé, c'est plus vrai que les réseaux aussi. C'est-à-dire? Je pense qu'il y a plus de. C'est plus palpable un peu. Ah ouais? Je pense que tu te fais assassiner en ligne, ça va, parce que les gens, c'est un peu. En fait, il y a tellement de flux. Par contre, tu te fais assassiner à la télé, c'est éternel, j'ai l'impression. Ah ouais. Ça peut te ressortir toujours. Mais alors qu'une vidéo, un TikTok et tout. Moi, j'ai le alors, sentiment que ça reste plus sur Internet, via Google, via ChatGPT quoi, qu'à télé où en fait tu peux pas retrouver une émission. Enfin, tu peux trouver via l'INA, mais tu vois, c'est plus Ouais, compliqué. je pense que c'est ce truc où les gens ils disent Internet oublie jamais, et c'est un peu vrai. Mais Internet oublie beaucoup aussi quand même. Et c'est tellement de très choses. compliqué. Ouais. Et tellement de choses. À la télé, bon, t'étais là, tu t'es fait terminer sur TPMP ou je sais pas quelle émission. Là, c'est pour toujours. Et surtout, on parle de salariat et tout, mais il y a plus de chances que ton RH ou ton manager voit le passage à la télé plutôt que toi qui a fait 1000 TikTok par an. En fait, ça dépend du format et tout. Moi, ça serait plus intéressant de chercher des financements pour des choses à faire en ligne et de voir comment on puisse les faire fonctionner. Après, l'avantage de ça, c'est que l'avantage, l'inconvénient, c'est que la télé, tu peux faire 700 000 d'audience sur certaines chaînes et c'est un bide. Tu fais 700 000 sur une émission quotidienne Internet, t'es un succès national. Donc il y a des forces et des faiblesses des deux, quoi. Mais ça dépend. Mais sur la transition de youtubeur à créateur, bah, il y en a qui essaient, des youtubeurs cinéma qui vont essayer, qui vont faire des films et tout. Et je pense qu'ils aimeraient bien, bah, comme les cahiers, mais version, version moins bien sûrement. Mais surtout version voilà, d'aujourd'hui où la discipline n'est pas la même et ils essaient quand même de se lancer sur des trucs. Mais c'est hyper compliqué, quoi. Et je sais pas combien vont continuer. Pareil, même Markiplier aux États-Unis, il est parti faire des vidéos après. Je connais que les deux Australiens, les deux frères qui font que du cinéma maintenant. Je pense pas qu'ils sont tournés sur YouTube. Je pense pas qu'ils ont des négociations pour tourner sur YouTube. Zach Cregger aussi qui a fait Barbare, c'est un peu un enfant d'internet aussi.
Est-ce qu'il était youtubeur? Plus ou moins. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a tenté des trucs. Mais après, maintenant, mettre un court-métrage, est-ce que tu es youtubeur quand tu mets un court-métrage sur Internet? Mais après, oui, on parle imaginons quelqu'un comme moi qui fait des critiques ou des podcasts ou je sais pas quoi, d'un coup faire du cinéma, ça j'en connais pas. Et toi, donc, à part les réseaux, tu pourrais publier un livre? Non, je pense pas. Moi, j'aime bien la vidéo, j'aime bien les réseaux. Et puis pareil, l'écriture, c'est un peu plus éternel aussi que les vidéos. Et quand t'écris, chaque mot a une importance, chaque virgule, et c'est pour toujours. Parfois, c'est pas bien. Mais surtout, moi, j'écris pas de manière générale. Moi, j'écris des notes et tout. T'improvises? J'improvise plus ou moins. J'ai des notes et ensuite, je suis un peu mes notes. Et parfois, j'improvise, je fais des apartés, ce genre de choses. Mais globalement, moi, je me dis pas critique à cause de ça, grâce à ça, ou peut-être, je sais rien. Parce que c'est quelque chose de sérieux. C'est académique, universitaire. Quelqu'un doit te valider, dire ok, toi, tu es suffisamment pour ça. Sur Internet, tu n'as pas ça, en réalité. Et je pense que. T'as les commentaires, mais c'est pas l'élite. Voilà. Et je pense qu'il y a des inconvénients et des avantages à ça aussi. Mais je pense que justement, quand tu écris, il y a une forme complètement différente aussi. Ouais. Et c'est quelque chose qui est pris. C'est moi, mon ancien travail, si quelqu'un me disait du jour au lendemain, ah bah je peux faire ton taf parce que j'ai fait des petites vidéos. Je fais bon, doucement, tu vois, alors que pourtant, j'étais en début de carrière, quoi. Mais je veux dire, il y a ce truc aussi où il faut respecter les différentes carrières, les gens et tout. Et pareil, des gens qui écrivent et qui en vivent en France, de cinéma, il y en a combien en réalité? Des vrais salariés qui vivent de critiques ou d'autres, je pense qu'il y en a moins de 20 peut-être dans le pays. Très très peu. Et acteur, ça te dirait? Non, je pense pas. Pareil, c'est en fait, encore une fois, je suis dans un truc un peu économique où j'ai tellement de travail. Et j'ai pas envie de rater ce truc. Ouais. Par contre, oui, il y a des gens qui m'ont demandé « Ah, viens faire mon court-métrage, genre de truc et tout, t'as un petit rôle. » Pourquoi pas? Parce que c'est des amis, tu vois. C'est des gens sympas que j'aime bien. Je fais « Ah, là, je veux bien apprendre, quoi. » Mais je vais pas faire des auditions. Je vais pas faire ce genre de truc. Et je pense pas que je serais bien accueilli non plus maintenant. C'est trop tard. Non, mais je dis ça en rigolant, mais oui, non, c'est pas. Je préfère laisser ça aux gens créatifs. Il y a des influenceurs qui sont créatifs, qui sont des vrais artistes, qui ont besoin de cet exutoire que peut devenir le cinéma, la télé et tout. Et qui le fasse. Moi, je fais des trucs à côté. Peut-être un jour, je vais réaliser un documentaire, une vidéo plus longue. Peut-être un jour, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je pense que la fibre artistique, il y a des gens qui la veulent. Je les laisse faire et je les jugerai. On verra. Il faut que je te raconte une petite anecdote. Une petite anecdote que j'ai eue hier. Je discutais avec une attachée de presse. Je savais qu'on allait se voir et je parlais avec elle d'un sujet tout autre, le festival de Cannes en l'occurrence. J'ai glissé, tiens, en fait, tu connais Reggie le gorilla Et elle m'a dit, en gros, elle m'a dit, mais non, mais jamais je vais l'inviter à voir un de mes films parce qu'il va en dire du mal. Ouais. Est-ce que tu es inséré dans ce milieu du cinéma qui est un petit. Il y a les attachés de presse, il y a des gens qui bossent dans ce milieu-là. Comment tu te situes? Est-ce que tu as envie d'y appartenir à ce milieu? Le fait que tu ailles au festival de Cannes, c'est aussi peut-être pour exister là-dedans? Comment... Non, moi j'ai envie de voir des films. Et il y a des trucs qui se mettent en place où je vais devoir faire d'autres choses que regarder des films. Et c'est pas que ça m'embête un petit peu. J'ai demandé combien d'abord. Et parce que moi j'ai envie d'y aller pour voir des films, quoi. J'ai envie d'y aller, limite pas envie d'y aller pour le travail. Parce que moi en vrai, Cannes, c'est pour le plaisir parce que je vais pas faire c'est des films indépendants en général, donc je vais pas faire de vues sur ça. Ça va pas intéresser beaucoup de personnes. Il y aura peut-être le truc où je vais faire un vlog, aller Cannes, sympa. Mais moi j'ai envie de voir des films. C'est lesquels que tu as le plus envie de voir là par exemple sur là, comme ça de tête, le Pavel Pawlikowski forcément. Qui a fait Cold War et qui fait Father quelque chose, je crois. Ça, c'est. Comment il s'appelle le nouveau film? Mais je sais pas. Je crois que je sais pas s'il s'appelle Fatherland ou 1949. Je crois qu'il y a. Okay. Je sais pas, peut-être c'est en fonction des versions VO, VF quoi du coup. Ouais. Le Hope de Na Hong-jin, ça j'attends beaucoup parce que là d'ailleurs j'ai conseillé Chaser. C'est coréen? Ouais, j'ai conseillé de Chaser dans mon ciné-club du mois, qui a fait que des films incroyables. Là, il revient avec un film coréen et anglophone, si je dis pas de bêtises. Comme ça, de tête, ouais, c'est les deux qui reviennent beaucoup. Mais il y en a plein que j'ai envie de voir, quoi. Le Asghar Farhadi, j'ai envie de le voir aussi. Parce que tu l'as dit, tu n'es pas trop fan de Pierre Ninet. Tu dis qu'il n'a pas fait encore un vrai bon film. Je taquine un peu quand je dis ça. Mais oui, je pense, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui surtout quand Comte des Monte Cristo était sorti, il y a plein de gens qui le comparaient à Delon et tout. Mais Delon, à son âge, il y avait déjà quelques classiques, quoi. Mais c'est pas grave, je veux dire. En fait, il n'y a même pas besoin d'avoir des classiques dans sa vie. Il a déjà une très belle carrière en réalité par rapport à la très grande majorité des acteurs dans le monde et dans l'histoire en vrai. Mais moi, ouais, j'ai envie de le voir parce que je sais qu'il est bon, mais j'ai envie de le voir dans ce truc où je me dis, ça c'est son rôle même pas à César, on s'en fiche, mais ça c'est un rôle qui va être iconique à vie, quoi. Et je pense qu'il n'est pas encore. Comte de Monte Cristo, c'est un succès populaire et qui est très cool et que les gens aiment bien, mais je pense qu'il manque ce truc, il aura un jour ce rôle, on va tous être d'accord et se dire putain, un truc de fou. Parce qu'il faut les deux, il faut le film, le réal, l'acteur et tout, il faut tout, quoi. Je te laisse, je pense qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui vont dire mais si, Pierre Ninet il a fait plein de bons films, il a fait ouais, Five, sûrement, il mais a à chaque fait, fois, Monte Cristo, c'est pas possible, et il a fait Saint-Laurent. Non, mais pareil, Saint-Laurent c'est dur. Non, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Mais ouais, non, il y a plein de films à Cannes que j'ai envie de découvrir. Première année, le film de Christian
Munju aussi, Fjord. Tes racines romaines. Ouais, c'est ça aussi un petit peu. Palme d'or, 4 ouais. mois, 3 semaines, 2 jours. Ouais, c'est ça. Ça va être spécial pour moi parce que je sais que je vais me faire pas mal reconnaître et tout. Mais j'ai envie d'y aller pour voir des films avant tout, quoi. Après, s'il y a des trucs pour le travail, vas-y, je vais aider des agences avec lesquelles je travaille et tout, je vais y aller. Mais moi, j'ai envie d'y aller comme un enfant et de voir des films, quoi. Mais je pense pas que j'y vais pas pour le travail dans ma tête, quoi. J'ai envie d'y aller pour kiffer. Mais tu ferais des vidéos sur des films que les gens n'ont pas encore vus, parce qu'en général, ils sont pas encore en salle, les films de Cannes, tu vois. Non, mais ça sert à rien, c'est pour ça. Ouais. Mais j'en parlerai parce que, alors ça dépend lesquels. Il y a des films, peut-être je vais attendre Moulin, je sais que ça fera une vidéo qui va bien marcher, je pense. Gilles Lelouch, donc qui joue Moulin dans le film La Zone des Mèches. Moi j'aime bien Fils de Saul comme beaucoup de personnes. Donc je pense que ça en vidéo YouTube, ça peut bien marcher, ça va intéresser et tout. Donc ça, c'est pas ma priorité. Le Hope de Naong Jin, ça va bien marcher en vidéo, je pense aussi, mais j'ai quand même envie de le voir à Cannes. Mais il y a des trucs un peu comme ça où on s'adapte. Il y a des films, histoire parallèle, ce serait cool de le voir parce que je sais qu'en termes de vidéo, ça va pas faire de. Le Faraday, donc. Histoire Faraday, parallèle, le Faraday avec Pierre Ninet, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel. Carrément. Donc je crois qu'il y a Catherine Deneuve aussi, ils ont sorti l'affiche là. Donc ouais, il y a des trucs comme ça que j'ai envie de voir, mais aussi pour l'ambiance de l'expérience, quoi. Je sais pas, peut-être je vais pas aimer, hein. Peut-être je vais me dire j'en ai marre, je vais plus jamais revenir. Puis il y a la sélection officielle, mais il y a plein de films qui marquent, qui sont pas en compétition officielle. Il y a la CID, il y a la semaine de la critique, un certain regard. Il y en a plein, quoi. C'est hyper intéressant, quoi. Donc Joël Dupuis, il a 2 films, je crois, un truc comme ça. Ouais, il fait la clôture de la quinzaine et il est avec sa comédie américaine avec Kristen Stewart et Woody Harrelson. Full Feel, ouais, c'est ça. Donc il y a voilà, j'ai envie de découvrir comme un enfant. Alors, quand je t'ai contacté en fait pour te proposer cette interview, que tu as gentiment accepté, et je te remercie, j'apprécie de discuter avec toi sur le long terme, c'est cool. Je t'ai dit, alors je suis pas très original, je t'ai demandé, tiens, si on faisait un top 5, et j'ai réfléchi vite fait, je dis, je vais en faire un, tu vas en faire un, je t'ai proposé de faire un top 5 des films à proposer au public de Brut. Donc ça permet d'être suffisamment large, tu vois. Ouais, ça marche. Le premier, c'est Touch of Evil, La soif du mal, si je dis pas bêtise, de Orson Welles, on en parlait tout à l'heure. Si vous voulez justement un vieux film, je crois que c'est 54, 57, comme ça, qui a pas du tout vieilli, qui a pas pris une ride, avec un plan séquence incroyable au début, qui parle de la morale de l'Amérique, et c'est assez malheureusement d'actualité. Ça, je vous conseille, c'est génial. Un film français que j'ai revu récemment, que j'ai adoré, c'est Le portrait de la jeune fille en feu, pour le coup, de Céline Sciamma. C'est une magnifique histoire d'amour, extrêmement touchante, belle, entre 2 femmes. Vous allez adorer. Un film complètement différent que je revois à peu près tous les 6 mois, c'est Samsara de Ron Fricke. C'est une sorte de, je sais pas si je peux appeler ça un documentaire, mais c'est des images qui parlent d'éternité et spiritualité, et c'est magnifique. C'est parmi les plus belles images que vous allez voir de votre vie dans un film, en fait. Il n'y a pas de paroles, juste de la musique et des images incroyables. Pour être un peu plus action, Hard Boiled, donc à toute épreuve, en français, de John Woo, l'un des plus grands films d'action de tous les temps. Ça y va à 200 à l'heure tout le long, parmi le meilleur duo d'acteurs de l'histoire. Vous allez adorer. Chef-d'œuvre. Ouais, carrément. Chef-d'œuvre de l'action, chef-d'œuvre du cinéma. Alors, chef-d'œuvre, c'est un peu galvaudé comme expression. En tout cas. Moi, je pense que celui-ci se méritait. Ouais. Et le dernier, un peu différent, moi qui m'a vraiment marqué récemment, que j'ai découvert là en décembre, je crois, c'est On the Silver Globe. Je crois que c'est sur le. Je sais plus c'est quoi en français, c'est sur le monde d'argent, je crois, quelque chose comme ça, de Zulawski. C'est un film qui est un film de science-fiction qui n'a jamais été fini. Et c'est hyper particulier parce que ça raconte l'histoire d'une nouvelle civilisation sur notre planète, du coup qui raconte l'histoire de l'humanité, la guerre, la religion. Mais c'est un film qui n'a pas été fini parce qu'il a été censuré par la Pologne à l'époque. Et le réalisateur raconte certaines scènes du film pendant le film. Et ça crée un truc unique, qui est hypnotisant, magnifique, quoi. Et j'ai adoré. Écoute, si ça permet aux gens de découvrir ces films qui sont effectivement assez peu connus. Ouais, bah ouais, on essaye. Je vais me prêter au jeu très rapidement parce que je me suis dit, tiens, je vais essayer un top 5, j'en ai jamais fait. Et comme ça, je veux bien avoir ta react en live. J'ai un peu peur. Ouais, on va essayer. Peut-être j'aurais vu aucun film, ça met la pression. Et si tu n'en as vu aucun, il n'y a pas de problème du tout. Je vais faire un top 5 des films sous-estimés, que j'estime sous-estimés, et je vais expliquer pourquoi, pour moi, c'est très subjectif, pourquoi ils sont sous-estimés. Il y en a un que je pense que tu as vu, que j'adore, Jackie Chan, Police Story, les années 80. Pour moi, Jackie Chan, en fait, c'est un film d'action qui a influencé tout le cinéma américain des années 90, etc., dans les scènes de baston, et qui, à mon avis, va très bien vieillir. Donc 1985 pourtant, c'est Jackie Chan qui fait toutes ces scènes, donc ça vieillira beaucoup mieux que les trucs de science-fiction. Mais il a un cascadeur, quand même. Moi, quand il est sur le bus et tout de Police Story. Mais il a un cascadeur. Peut-être avec l'âge. C'est un peu un mythe, mais il a quand même un cascadeur assez connu. Je ne sais plus comment il s'appelle pour le coup. Mais, alors, Police Story, j'en sais rien, j'ai pas vu les coulisses en entier, mais il a souvent un cascadeur. Il fait la réalisation en plus de Police Story, donc c'est lui qui. Mais c'est génial. Je les ai pas tous vus. Il y en a quoi? Il y en a 3? Ouais, il y en a 3. Après, moi, j'invite il y a un Blu-ray justement avec 6 films de Jackie Chan que j'invite à voir. Tu as les deux Police Story, tu as Marin des mers de Chine, moi, Jackie Chan, je suis un gros fan. Ouais, moi j'ai Drunken Master, j'ai préféré. Drunken Master, super. Le 2 aussi, très bien. Autre film, alors celui-là, c'est un film qui a 2.4 critiques spectateurs sur Allociné. Donc autant dire que les gens détestent, mais c'est d'une grande réalisatrice.
Ok. Jane Campion, In the Cut. Ouais. In the Cut, film Je l'ai pas vu, féministe celui-ci. avant l'heure, avec Meg Ryan dans un rôle qui ne lui ressemble pas du tout à ses Ouais. rôles habituels, avec Mark Ruffalo. C'est la première fois que j'ai vu Mark Ruffalo, qui est extraordinaire dans ce film. Ouais, très bon. C'est un thriller érotique, mais bien avant qu'on parle de bien avant MeToo, évidemment. Ouais. Et c'est moi, je trouve que c'est un film qui est complètement sous-évalué. Faudrait que j'essaie parce que j'aime beaucoup Jane Campion. En plus, j'ai recommandé De Piano, c'est à elle. Bien Et, sûr. Je l'ai recommandé récemment dans le fameux Palme Red d'Or. Ciné Club. Power of Dog, c'est à elle, qui est sorti récemment sur Netflix. Justement, C'est vrai, voilà. Parfois, les auteurs, ils ont des films sur Netflix. Ouais. Mais ça, j'ai pas vu. Ok, cool. Troisième film, Éric Rochant, Les Patriotes. Ok. Sorti en 94 à Cannes, d'ailleurs, l'année où Pulp Fiction a eu la Palme d'Or. C'est pour ça que personne n'a parlé vraiment des Patriotes. Enfin, il a fait un bid, alors que pour moi, c'est un grand film français. Et ce qui est intéressant, c'est que des années plus tard, il y a eu le Bureau des légendes qui a fait un carton. Ouais. Et en fait, Les Patriotes d'Éric Rochant, c'est le Bureau des légendes, c'est l'espionnage, c'est Ok. ça. Mais en 94, bien avant l'heure, et à mon avis, meilleur que le Bureau des légendes. Donc j'invite Ok. à regarder Les Patriotes J'ai d'Éric vu ni Rochant. l'un ni l'autre. Ni les Bureaux des légendes, que je dois regarder. Je sais pas à quel point c'est Ah bien. ouais, le Bureau des légendes, pour moi, c'est une des meilleures séries françaises. Ouais, ok. Ouais, mais je sais, c'est sur ma liste depuis toujours, quoi. Et Les Pareil, Patriotes, pour cinq moi, saisons. film culte, vraiment. Ouais, ça faut que je vois. Je crois que c'est dans ma watchlist en plus. Ça. Ouais. J'ai deux autres films qui sont assez peu connus. Un de Lodge Kerrigan, Ok. qui est un réalisateur qui a complètement disparu, qui a été produit par Soderbergh, ce film-là, et donc il a continué à bosser avec Soderbergh, mais ça s'appelle Keane. Keane de Lodge Kerrigan, c'est un film avec l'acteur, c'est l'acteur qui joue dans Homeland. Son nom m'échappe là, mais en gros, et tout le Ouais. film en fait est sur sa tête. C'est un film assez chiant, Ok. mais radical d'un point de vue mise en scène, et j'invite tous les gens qui cherchent une radicalité de mise en scène à regarder ça. Voilà, c'est vraiment très fort. Et mon regret, c'est que c'est pour moi vraiment un grand film et que ce réalisateur ne tourne plus vraiment. Ok. Il fait des séries, il a fait The Girlfriend Experience, des trucs comme ça, des épisodes de séries, trucs produits par Soderbergh. Je termine avec ce qui est peut-être mon film préféré, en tout cas un film culte, qui pour l'anecdote était à Cannes aussi en 94, l'année donc où Pulp Fiction a eu la Palme d'Or, Atom et Goyan, Exotica. Exotica, ceux qui aiment David Lynch, regardez les films d'Atom et Goyan, Exotica ou De Beaux Lendemains. Après, il a fait des films un peu moins intéressants, mais Exotica, c'est un film un peu comme David Lynch, qui avait rien eu à Cannes, alors qu'à l'époque, Grosse Fatigue de Michel Blanc avait eu le prix du scénario, Ouais. ce qui est un peu étrange. Je recommande ce film. Et pour l'anecdote, j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois d'ailleurs Amélie Nothomb, l'écrivaine, et elle m'avait dit que son film culte c'était Exotica Ok. d'Atom et Goyan. Donc si vous êtes fan d'Amélie Nothomb, Ça parle de quoi ça? alors c'est difficilement résumable, c'est une sorte de film choral sur des gens. C'est un peu comme David Lynch, donc tu vois, c'est compliqué à résumer. Ça dépend quel Lynch. Mais Bah, ouais. disons que c'est plutôt du Lynch style Lost Highway Mulholland Drive, Ok. quoi. C'est plusieurs personnages qui ont un peu des traumas, mise en scène incroyable, une scène avec Mia Kirchner qui danse, enfin bref, si les gens n'ont pas vu tout ça fait du vent, je vous invite à aller voir. Ceux qui connaissent, faites-en un promo dans les commentaires, ou alors dites-moi que je suis complètement à l'ouest. Voilà. Et j'invite les personnes qui vont regarder notre vidéo éventuellement à partager leur goût cinématographique, peut-être leur film qu'ils estiment sous-estimé ou qu'ils veulent faire découvrir aux gens. Ouais. Qu'ils en fassent des vidéos, qu'ils en fassent du contenu, qu'ils écrivent. Moi, je dis toujours aux gens, si vous aimez un truc, essayez. Et surtout la passion du cinéma, parce que c'est mon travail aussi, partagez-la, peu importe la forme, que ce soit dans votre journal intime, que ce soit sur Letterboxd, que ce soit en vidéo, sur TikTok, sur YouTube. Parlez-en, quoi. Parlez-en parce que c'est comme ça qu'on développe aussi plus de goût de manière générale, qu'on affine ce qu'on aime et c'est important de mettre des mots sur ce qu'on ressent par rapport au cinéma aussi, quoi. Et juste partager l'amour du cinéma de manière générale, quoi. Et je trouve que c'est aussi pour ça que je trouve que c'est bien ce que tu fais, je te le dis très sincèrement, je trouve que c'est Gentil, bien merci. ce que tu fais parce qu'en fait, ça amène au cinéma, effectivement, des gens, comme tu l'as dit, ils rentrent dans le cinéma et puis après peut-être qu'ils vont voir d'autres choses et tout. C'est le but. Et c'est Porte cool. d'entrée, après, ils développent leur propre goût, leurs propres envies, leurs préférences, et c'est ça qui est important. Moi, je veux voir des gens en parler, quoi. Plus on en parle, plus c'est bien, quoi. Dernière question, il va falloir faire une miniature de cette vidéo. Ouais. Tu es un expert en miniature. Ouais. Donne-moi 2-3 conseils, qu'est-ce que je mets en miniature? Comment je fais? C'est quoi le titre? C'est quoi la vibe? Je sais pas C'est encore quoi, parce que là. on est en conflit, on peut mentir, hein. Non, c'est vrai qu'il n'y a même pas de clash. Les gens vont se dire, non, ça c'est- manque de clash. Non, non. Bah après, bon, on peut tester. Maintenant, on peut mettre 3 miniatures sur YouTube. C'est ce qu'on fait, ouais. On On fait peut les AB tester tests. 3 Ouais. têtes différentes à chaque fois, un sourire. Voilà. Vas-y, le Ouais. sourire Yann. Faut que je le regarde, ouais. Ouais. Ok, ça on l'a. Je peux faire une tête un peu blasée. Ok. Et Il me faudrait une citation de ta part. Il faut que tu me dises quelque chose d'horrible. ah ouais, un truc horrible, carrément. Non, mais je peux dire, je sais pas, le cinéma c'est nul. Et je peux faire. Le cinéma c'est nul, c'est bien, je trouve. Ouais, c'est pas mal. On va la tester. Ouais, c'est pas mal. Faut en mettre plusieurs.